Au beau milieu de la nuit, les frères de la fraternité Alpha Omega Zeta jetèrent un autre cadavre desséché dans le trou des novices où il tomba sur un tas d'autres, dans un craquement sec de feuilles mortes. Le plus étrange, c'est que cela n'avait rien d'inhabituel pour eux. Les garçons de l'AOZ étaient désagréables à tous points de vue. Les gars de fraternité boivent au point que la cirrhose devient un rite de passage et voient le consentement comme une pièce de collection. Mais ils sont aussi étranges et dangereux, contrairement à la plupart des fraternités. Parce qu'AOZ est aussi la fraternité la plus atypique d'Amérique, et cela s'étend vraiment à la semaine d'intégration. Ce n'a jamais été facile et souvent mortel pour les malchanceux, mais cette année, les rituels de bizutage étaient encore plus brutaux dès la première épreuve. Les initiés étaient conduits dans le sous-sol de la maison AOZ, élargie par une anomalie spatiale sur des centaines de kilomètres, où un immense labyrinthe de pierres les attendait. Les frères aînés leur disaient qu'au centre du labyrinthe, ils trouveraient des soutiens-gorge laissés par d'anciennes conquêtes. S'ils voulaient passer à l'étape suivante des épreuves, ils devaient en rapporter un. Assez facile, non? C'est aussi ce que pensaient naïvement les nouveaux membres. C'est une fois piégés dans le labyrinthe qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls, et que le démon gardien personnel de la maison de la fraternité, le monstre à 3 visages connu sous le nom de 10, rôdait aussi dans les couloirs du labyrinthe. Et il avait faim de la chair tendre des étudiants nourris à la bière. Aujourd'hui, il allait festoyer royalement. Certains étudiants ont réussi à mettre la main sur le précieux trophée et à retrouver leur chemin à travers le labyrinthe. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ils étaient attrapés comme ceux-ci et rongés jusqu'à l'os par ces 3 terribles bouches. Ils ne referaient plus de cake stand, ni ne dessineraient de symboles obscènes sur le visage d'un ami endormi avec des marqueurs indélébiles. Leur reste resterait à jamais dans le labyrinthe de l'AOZ, mais d'une certaine manière, ils étaient peut-être encore plus chanceux que ceux qui survivraient et passeraient au niveau suivant des épreuves, le bizutage. Cela ferait paraître l'intégration au Spetsnaz comme une promenade de santé. Pour la deuxième des 3 épreuves anormales, les aspirants étaient déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements et soumis à la flagellation profane. Un instrument de torture rituelle d'une obscure secte romaine antique qui blesse si profondément qu'il marque l'âme à jamais. La tâche consistait simplement à survivre à 1 heure entière de flagellation pendant que les frat bros passaient de personne en personne, leur infligeant un véritable enfer avec le fouet maudit. De nombreux nouveaux membres hurlaient si fort qu'ils canalisaient les voix d'ancêtres morts, ressentant leur douleur dans la psychosphère. Mais les nouveaux membres n'étaient pas les seuls à souffrir. Le fléau profane est un outil de sadisme tellement distillé en tant que concept idéaliste que le simple fait de le regarder provoque une douleur sourde et lancinante. Le tenir fait mal, mais rien comparé à la douleur ressentie lorsqu'on l'utilise sur vous. Au moment où le supplice était terminé, tous les aspirants, sauf une poignée, étaient morts. Cela signifiait que les survivants avaient franchi le seuil pour accéder à la 3e et ultime épreuve, pour rejoindre la fraternité AOZ, le choix de la coupe. Celle-ci était même plus redoutée et détestée que d'être traquée dans un labyrinthe par un démon affamé ou fouetté par un fouet maudit. Les derniers candidats furent conduits dans une pièce évoquant une salle du Graal modernisée à moindre coût. Le tout accompagné d'une large collection de récipients à boire variés. Des verres à shot aux calices anciens, chacun devait choisir sa coupe et espérer ne pas avoir fait le mauvais choix. Un des nouveaux membres aperçut ce qui semblait être l'un de ces fameux calices et décida que ce serait son choix, mais il choisit mal. Dès qu'il l'a saisi, une violente brûlure a envahi sa paume, comme s'il touchait un fer à souder. Il a essayé de lâcher le calice par réflexe, mais sa main est restée fermement serrée autour du pied, quoi qu'il fasse. Et puis, le liquide dans le calice a changé. Il est devenu épais, blanc, chaud et translucide, bouillonnant et dégageant une odeur de sel et de protéines en montant jusqu'à remplir le calice à ras-bord. Soudain, malgré son dégoût, le novice fut envahi par une soif incroyable sous les regards mêlés de sympathie et d'horreur de son entourage. « Pas de chance, mon pote, c'était sympa de te connaître », dit l'un des anciens de la fraternité présent. « Tu ferais mieux de boire. » Bienvenue dans l'un des SCP les plus répugnants et horrifiants du catalogue de la Fondation. Ça semble exagéré de dire ça, n'est-ce pas? Vu la succession d'horreurs existentielles derrière chaque porte de site de confinement de la Fondation, ça paraît presque désinvolte de choisir ses préférés parmi les anomalies qui font de la mort une alternative bien plus enviable. Mais selon mon avis personnel et objectif, aucune. Elle me donne simplement la chair de poule et me retourne l'estomac. Comme SCP-198 également connu sous le nom de tasse de Joe.
Ce qui fait peur, c'est que si cette anomalie était proche, vous ne le sauriez que trop tard. Dans le sens le plus large, c'est un récipient à boire anormal qui semblera être au moins partiellement rempli du liquide que vous vous attendriez à trouver à l'intérieur du dit récipient. À l'heure actuelle, il se manifeste le plus souvent sous la forme d'une tasse à café standard en porcelaine blanche, avec des rayures bleues sur son corps dont le contenu fumant dégage un parfum profondément attirant à distance. Cependant, il a eu d'autres formes entre lesquelles il semble alterner. À volonté, un gobelet rouge solo partiellement rempli de bière, une flûte à champagne, une bouteille de bière en verre, un gobelet en polystyrène, des canettes de boissons gazeuses en aluminium, un verre à shot surdimensionné avec les mots « un tequila, 2 tequila, 3 tequila flore » écrits dessus. Et bien d'autres dont vous aurez le malheur d'entendre parler au cours de cette vidéo. Je ne veux pas insister, juste illustrer ce point. Si vous souhaitez éviter un destin inimaginablement horrible, vous devez savoir qu'une tasse à café mystérieuse n'est pas la seule forme dont vous devrez vous méfier. Bien sûr, vous n'avez pas non plus à vous inquiéter de cette tasse si vous ne la touchez pas. Ou plutôt, la saisir. Car si vous entourez votre main autour d'une forme de cette anomalie, entre 2 et 5 secondes après avoir pris cette décision extrêmement mauvaise, vous ressentirez une douleur brûlante et intense alors que la tasse fusionnera avec votre main au niveau moléculaire. Une fois fait, je crains que vous soyez engagé longtemps. Eh bien, pas longtemps. Objectivement, vous ne survivrez pas plus de quelques jours, mais croyez-moi quand je vous dis que cela va vous sembler extrêmement long. De votre propre point de vue subjectif, à ce jour, la Fondation n'a pas réussi à trouver un moyen de séparer l'anomalie de sa victime. Scalpel, tronçonneuse, termite. Même la destruction totale de la main par divers moyens ne change rien. Elle guérit instantanément autour de la tasse à nouveau. Porter n'importe quel type de gants ou de protection pour la main, quelle que soit son épaisseur, ne change rien non plus. Si vous tenez SCP-198, alors SCP-198 vous retiendra, et c'est là que les véritables horreurs commencent. Quel que soit le liquide conventionnel qui se trouvait dans la tasse, quelle qu'en soit la forme, il disparaîtra et à la place, elle se remplira immédiatement d'une certaine variante. D'un fluide corporel humain, salive, sang, bile, sueur, mucus, urine, excréments, pus, liquide céphalorachidien. Certaines choses que nous ne pourrions pas mentionner sur cette chaîne YouTube si nous voulons garder la monétisation, vous voyez l'idée. Si vous faites le choix très antisocial de verser le contenu de la tasse, elle se remplira instantanément à nouveau, et cette sensation aigre que vous ressentez au fond de la gorge reviendra immédiatement. Pendant que j'explique cela, c'est la manifestation physique de l'angoisse, et c'est avec un profond regret que je vous informe que cela va empirer, tellement empirer. L'anomalie commencera alors à avoir des effets gravement néfastes sur votre physiologie et votre métabolisme, se manifestant par ce qui semble être un cas sévère de faim et de déshydratation accélérée, qui mènera rapidement à une famine mortelle. Cela serait déjà suffisant, mais nourriture, boissons ou nutriments intraveineux ne répondront plus à ces besoins. Si vous refusez de participer, on vous retrouvera comme un cadavre déshydraté et émacié peu de temps après. Pour faire simple, une fois que l'événement de liaison a eu lieu, la seule chose qui vous maintiendra en vie sera de boire le contenu du récipient désormais lié à votre main. Il est compréhensible que beaucoup préfèrent être tués plutôt que de s'engager dans cela. Certains sujets ont survécu jusqu'à 70 heures dans cet état avant de finalement mourir de malnutrition fatale ou d'être euthanasiés par le personnel de la Fondation. Nous allons aborder certains des tests dans un instant, mais je dois dire que je me sens reconnaissant de ne pas avoir participé à aucun d'entre eux. Une fois que vous mourrez, vous serez au moins libre. Jusqu'à présent, la mort a été le seul moyen prouvé de séparer SCP-198 de son hôte. Mais cela rend la zone environnante immédiatement dangereuse. Parce que, dans 75% des cas, cela provoque la téléportation du gobelet sur une surface proche, où il restera et attendra une nouvelle victime, peut-être sous l'une de ses nouvelles formes. Ceci, cependant, est l'un des meilleurs scénarios, car, la plupart du temps, il apparaîtra simplement sur une surface proche. Dans un petit nombre de cas, il se téléportera à un endroit complètement différent, où les gens ne seront pas conscients de sa véritable nature. C'est en fait ce petit phénomène étrange qui a provoqué l'incident 198A et l'incident 198B, deux événements catastrophiques qui ont fait comprendre à la Fondation que cette anomalie ne devait pas être sous-estimée. Et je déclassifierai les dossiers sur ces jours éprouvants après que nous aurons discuté de l'origine possible et des journaux de test extrêmement troublants de 198. J'espère vraiment que personne n'a fait l'erreur de manger devant cette vidéo. SCP-198 a été découvert lors d'un accident extrêmement malheureux par une équipe de construction allemande qui a mis au jour un bunker souterrain dans une ville bavaroise non divulguée. La Fondation en a eu connaissance après que cette même entreprise de construction a connu plusieurs décès parmi son personnel à proximité immédiate de ce bunker.
L'agent Gusseau de la Fondation, envoyé sur place, a découvert plusieurs cadavres desséchés en uniforme de l'équipe de construction près du bunker. Cette découverte était suffisamment étrange et troublante pour que l'agent Gusseau boucle la zone et demande du renfort, mais c'est à ce moment-là que la tragédie a frappé. Le SCP-198 était toujours sur les lieux et s'était déguisé en bouteille d'eau scellée lorsque les renforts sont arrivés. Ils ont trouvé l'agent Gusseau, amaigri de 18 kilos, luttant dans une flaque de son propre vomi frais, incapable de détacher sa main de la bouteille, qui semblait remplie de sueur humaine à température corporelle. Le sacrifice de l'agent Gusseau avait au moins clarifié la nature de l'anomalie, même s'il était trop tard pour le sauver. À sa demande, un agent a tiré dans la tête de Gusseau, permettant de retirer la bouteille en sécurité et de la ramener sur le site de confinement secret où elle est toujours. C'est ainsi qu'a débuté la série de tests répugnants qui nous a permis d'acquérir nos connaissances actuelles sur les mécanismes de ce cauchemar de porcelaine. La Fondation semble très paranoïaque concernant cette anomalie, comme le montre la note « Tests en cours » ajoutée aux journaux de test. Les expériences sur SCP-198 doivent se faire hors de sa salle de confinement, dans une salle d'expérimentation sécurisée. SCP-198 doit être déposé par des robots sur une table au centre de la pièce, qui doit rester vide. Lors des expériences, le personnel doit observer à distance via caméra ou depuis une salle adjacente derrière une fenêtre sécurisée en plexiglas. Le personnel de la Fondation ne doit jamais entrer dans la salle pendant les expériences. Des gardes armés et des équipes de nettoyage resteront à l'extérieur de la salle jusqu'à ce que le sujet de test soit décédé. Et cela a du sens, car toute personne ayant été témoin de ce dont cette anomalie est capable en personne est extrêmement susceptible de faire preuve d'une prudence presque absurde à son égard. Préparez-vous à rejoindre ce cercle restreint, chers spectateurs, lors du premier test où l'anomalie se présentait par un petit verre d'eau. Un membre du personnel de classe D a été conduit dans la chambre et sommé de s'approcher du verre. Il devait le toucher d'un doigt sans le soulever. Il a suivi l'instruction permettant à la Fondation de constater que les contacts occasionnels ne provoquent pas d'événements de liaison. Avant de croire que ce membre de la classe D est l'homme le plus chanceux, il a en fait été ramené pour un deuxième test. On lui a ordonné de retourner dans la chambre et de reprendre la tasse, car si un créateur tout-puissant existe, il a un humour très tordu. Le membre de la classe D s'est immédiatement mis à hurler de douleur alors que le verre se collait à sa main et commençait aussitôt à se remplir d'urine humaine. Les recherches pour savoir si cette anomalie vient d'un pervers modifiant la réalité sont toujours en cours. Après la douleur initiale de la liaison, le membre de la classe D s'est senti faible et déshydraté, mais restait réticent à boire ce liquide doré. Seigneur, pourquoi est-ce que je fais ça? Je vous prie de m'excuser, continuons. Le désespoir devint trop fort et le déclasse but frénétiquement de la purée de pois en jurant et s'étouffant. Il a été forcé de continuer ainsi pendant 29 heures de torture avant que son corps ne succombe à l'épuisement, et la douce miséricorde de la mort l'a enveloppé dans son étreinte aimante. À ce moment-là, l'anomalie s'est séparée du corps du déclasse et s'est téléportée sur une table voisine où elle a pris la forme d'un pichet rempli de limonade et de glaçons. Après l'urine, cela semblait une mauvaise blague, mais d'autres bien plus malsaines arrivaient. Tu as vu la miniature, tu savais sur quoi tu cliquais. Une déclasse féminine a été amenée pour vérifier si la modification de forme changeait le liquide du récipient. Ce sont des données qui ne semblent tout simplement pas valoir les dommages physiques et psychologiques que le test lui-même entraînerait. Néanmoins, ils ont persisté. Elle a également été obligée de porter des gants épais, mais malgré cela, elle a commis la terrible erreur de soulever la carafe à deux mains immédiatement, ce qui a provoqué la fusion douloureuse de ses deux mains avec le verre. Ensuite, la limonade à l'intérieur est devenue des excréments humains. La classe D a vomi 10 minutes d'affilée. C'est sans doute ce que je ferai après cette vidéo. Elle a cessé de coopérer avec les chercheurs, ce que vous feriez probablement si on vous demandait de boire des excréments humains liquéfiés. Quand elle a refusé de participer, les gardes ont pu entrer et lui tirer dessus, ce qui était sans doute la manière la plus humaine de finir cela. Il pourrait vous intéresser de savoir qu'aucune des matières corporelles n'a jamais eu de lien ADN concluant avec qui que ce soit dans la base de données de la Fondation. Donc, s'il existe un être sensible lié à cette anomalie, même les vastes ressources de la Fondation n'ont pas encore permis de le localiser. Vous avez fait preuve d'une grande patience en écoutant ce défilé de perversions qui compose l'histoire sordide et sadique de SCP-198. Alors, prenons un instant pour ressentir un peu de catharsis envers les employés de la Fondation qui avaient si joyeusement infligé les horreurs de cette coupe maudite aux déclasses lors des tristement célèbres incidents 198A et 198B.
Il y a toujours une limite à la satisfaction face à cette anomalie, car en entendre parler cause déjà des dommages psychiques. Lors du premier des deux incidents, à 14h15, 3 mois après le dernier test de SCP-198, la plupart des personnes impliquées avaient réussi à réprimer la majorité des souvenirs liés à leur travail sur ce dossier. Lorsque le chercheur Moranis tendit la main vers le thermos de café sur son bureau, il fut choqué de le sentir douloureusement collé à sa main. L'anomalie s'était téléportée hors de sa zone de confinement, atterrissant sur le bureau d'un chercheur et reproduisant parfaitement son thermos pour le tromper et l'inciter à le toucher. Ce saut dans les capacités de l'anomalie a rendu le personnel du site encore plus paranoïaque au sujet de leur boisson. Le chercheur Moranis a réussi à survivre pendant 31 heures qui furent d'ailleurs les pires heures de sa vie. Comme il n'aimait pas boire du liquide lymphatique, il a refusé de continuer à boire et son corps l'a lâché. Car la mort est la seule échappatoire aux horreurs du SCP-198, et lors de l'incident suivant, les choses allaient empirer encore davantage. Avant le renforcement des mesures de sécurité, l'anomalie s'est introduite dans la salle de repos du site en se faisant passer pour un pot de crème à café. En réalité, elle distribuait une sorte de crème très particulière, et je vous laisserai imaginer la suite des détails. Un malheureux agent de sécurité, Albert Watson, fut la dernière victime de cette catastrophe particulière. Il a choisi d'être détruit plutôt que de consommer le Santorum qui bouillonnait à l'intérieur du récipient. Et honnêtement, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Dans une organisation ayant étudié tout, des sadiques immortels aux menaces cosmiques, peu de choses inspirent plus de crainte qu'une simple tasse. En raison de la nature mystérieuse de ses opérations, de sa possible conscience et de ses incroyables capacités de tromperie, SCP-198 a reçu la désignation Euclide, avec des méthodes de confinement complexes et étendues pour y faire face. Il se trouve dans une pièce sécurisée sur un site secret, avec 2 gardes armés autorisés à employer la force létale devant la porte. L'anomalie est conservée dans un coffret scellé à l'intérieur de cette pièce sécurisée, sous surveillance vidéo 24 heures sur 24, la clé permettant de l'ouvrir étant gardée dans un autre endroit non divulgué. Seules les personnes avec une autorisation niveau 3 ou plus peuvent savoir qu'il existe. Après avoir compris toute l'étendue des capacités du SCP-198, les procédures de confinement ont été mises à jour pour être encore plus strictes. Nul ne doit manipuler l'anomalie. Si la tasse doit l'être, seul un bras robotisé ou un membre du personnel de classe D peuvent intervenir. Bien que dans ce dernier cas, je crois personnellement que faire toucher le SCP-198 à un être humain conscient constitue une violation du mandat froid, mais non cruel, de la Fondation. L'anomalie est stockée sur une balance numérique avec alimentation de secours. Tout gain de poids sur cette balance causé par plus de liquide est considéré comme une violation du confinement, déclenchant le protocole de confinement 198. Selon cette procédure, le site doit être verrouillé et le personnel doit éviter tout récipient de boisson et quitter l'installation immédiatement. Jusqu'à ce que SCP-198 puisse être localisé et correctement sécurisé, il vaut vraiment mieux prévenir que guérir dans ce cas. Si cette vidéo vous a rendu paranoïaque, la seule consolation que je puisse vous offrir est que vous ne serez pas seul à ressentir cela pour maximiser vos chances de sécurité. En ce qui concerne cette anomalie vraiment abjecte, il n'y a qu'une seule règle à suivre. Ne touchez jamais une boisson que vous n'avez pas achetée, préparée ou servie vous-même. Cela n'en vaut pas la peine. Ils ont forcé Carson à regarder pendant qu'il tuait sa famille. Il a été forcé à s'agenouiller, un sectateur en robe rouge de chaque côté de lui, les mains serrées sur ses épaules. Leur magie sarkique, l'art sombre de la carnomancie, leur a permis de figer ses muscles sur place. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler. Les coins de ses yeux laissaient couler des larmes qui roulaient sur ses joues meurtries. Les monstres difformes qui gisaient morts sur le tapis devant lui avaient autrefois été les personnes qu'il avait le plus aimées au monde. C'était la partie la plus cruelle, le fait qu'il les ait changés avant de les tuer, sans même leur accorder la dignité de mourir en tant qu'humains. Et bien sûr, le père Vizarian présidait à tout cela. « C'est seulement juste, » dit Carson Vizarian alors qu'il semblait glisser à travers la pièce vers l'homme figé. « Tu as blessé ma famille en premier ?» « N'est-il pas juste que je te rende l'appareil ?» Carson voulait hurler. Il voulait se libérer des liens sarkiques qui le maintenaient au sol et entourer de ses mains la gorge pâle de Vizarian pour le jeter à terre dans un tourbillon de ses robes violettes et l'étrangler à mort pendant 1000 ans. Mais il ne le pouvait pas, aussi impuissant que sa famille. Père Vizarian s'agenouilla devant Carson afin qu'il puisse se regarder droit dans les yeux. Bien sûr, il avait beaucoup plus d'yeux que Carson et au moins 2 fois plus de bouche.
Il avait un visage terriblement inhumain, résultat de tant de rituels de chair carnomantique. Ce même visage aperçu lors de sa mission secrète en Sibérie, infiltrant un laboratoire biologique. Sous l'emprise du culte sarkique de Vizarien, Carson était un agent de terrain d'élite pour la fondation SCP, expert en infiltration, espionnage et combat rapprochés. Il avait été personnellement sélectionné par le Conseil O5 et félicité pour ses missions précédentes. Sa connaissance des cultes sarkiques et les techniques particulières qu'il avait développées pour contrer certaines de leurs capacités au combat faisèrent de lui un candidat idéal pour neutraliser et détruire ce laboratoire biologique avant qu'il ne puisse terminer le développement d'un virus potentiellement apocalyptique. Il avait réussi sa mission, éliminé les Sarkiques et détruit le laboratoire, et ce faisant, il avait placé lui-même et sa famille dans la ligne de mire du culte de Vizarian. Et maintenant, il venait se venger. « Je ne vais pas te tuer aujourd'hui, Carson, » dit Vizarian en parlant lentement pour s'assurer que Carson saisissait chaque mot. « Même si je suis sûr que tu ne me ferais pas la même courtoisie, tu as plus de valeur pour moi. » Vivant afin de rappeler aux hérétiques de la fondation SCP de quoi nous sommes capables. Mais je vais te laisser un cadeau. Le père Vizarian tendit une main à 6 doigts et la posa sur la poitrine de Carson. L'agent de terrain sentit une sorte de changement subtil en lui, puis il perdit connaissance. À son réveil, il gisait au sol dans son salon, entouré des cadavres monstrueux de sa famille, tandis que d'autres agents de la fondation SCP entraient pour nettoyer le carnage. Et quel carnage horrible c'était! Carson raconta aux hommes qu'il avait sauvé ce qui s'était passé, la vengeance de la secte vizarienne, ce qui était arrivé à sa famille, le sort que Vizarien lui avait jeté. Il a subi une analyse médicale complète qui a permis de diagnostiquer le don que le chef de la secte lui avait laissé. Angiosarcomes, une forme rare de cancer du cœur inopérable. Avec un peu de chance, Carson aurait 6 mois à vivre. Il passerait ses 2 derniers mois alité, même avec le meilleur traitement de base, et, bien sûr, ce serait douloureux. La partie où il est resté alité est arrivée plus tôt que ce que quiconque aurait pu imaginer. En moins de 3 mois, il était soigné chaque jour par des médecins dans une salle médicale de la Fondation. La plupart du temps, il n'avait pas assez d'énergie pour se lever. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester allongé, ruminer, regretter et penser à quel point il voulait se venger pour sa famille et pour lui-même. Il a même refusé une offre d'une pilule SCP-500 disant qu'il ne voulait pas vivre longtemps, juste assez longtemps pour se venger. Il ignorait à quel point il était prêt d'obtenir ce qu'il voulait. Un chercheur de la Fondation lui a rendu visite et lui a annoncé une nouvelle inattendue. Le père Vizarian et son culte avaient été aperçus, opérant peut-être depuis un complexe dans l'Utah. Carson sentit sa tension monter malgré le cocktail dentalgique qu'on lui administrait, dit le chercheur. « Je pense que c'est toi qui dois t'en charger. » Cela semblait une mauvaise blague. Carson avait du mal à traverser la pièce seul, alors attaquer un complexe dirigé par un puissant manipulateur de chair était impensable. Cette fenêtre de possibilités s'était refermée jusqu'à ce que le chercheur plonge la main dans sa blouse de laboratoire et tende à Carson une bouteille de Coca-Cola millésimée, glacée. Carson était perplexe. « Je préfère le Pepsi, dit-il. »« Je n'aime même pas le Coca, » le chercheur secoua la tête. « Tu vas aimer ça, fais-moi confiance. » À ce moment, les yeux de Carson brillèrent de reconnaissance. Il avait lu le dossier, mais doutait qu'on l'autorise un jour à s'en servir. Peut-être parce qu'il était déjà un homme mort en sursis. On lui avait accordé une permission, il ôta le bouchon à main nue et prit une longue et profonde gorgée. C'était l'une des boissons les plus délicieuses qu'il ait jamais goûtées. Soudain, une énergie parcourut tout son corps. Il retrouva une clarté mentale qu'il croyait perdue. Dans sa brume d'anesthésique, il ressentit de la puissance, de la vitalité comme avant d'être frappé par cette terrible maladie, ce qui lui parut être un véritable miracle. Il se leva du lit et se tint debout sur ses 2 jambes, sans même vaciller. Sa main se resserra autour de cette bouteille de coca miraculeuse et il la vida complètement. Le chercheur lui lança les clés et dit « Elle est sur le parking. Les coordonnées sont déjà programmées dans le GPS et il y a une surprise pour toi dans le coffre. Bonne chasse. » Carson sourit, acquiesça et partit. Il conduisait superbement, son intelligence et ses fonctions motrices rendant ses réflexes impeccables.
Il se faufilait entre les autres conducteurs en suivant les instructions du GPS, sentant son cœur cancéreux battre rapidement dans sa poitrine. Il n'y avait aucune fatigue. Il ne s'était jamais senti aussi éveillé. D'habitude, il fallait un autre type de coke pour ressentir ça. Il avait l'impression qu'un battement de cils le séparait du complexe. Dans l'Utah, un bâtiment impressionnant entouré de barbelés, plongé dans l'obscurité alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Le père Vissarion et ses laquais sans valeur se trouvaient à l'intérieur, ceux qu'il devait détruire si jamais il voulait que ses proches reposent en paix. Il se rappelait que le chercheur lui avait dit qu'un cadeau l'attendait dans le coffre. Il sortit et l'ouvrit sans tarder. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qui l'attendait. C'était une grande épée en fer froid venant de Haute-Brésil, l'île mystique des fées au large des côtes d'Irlande et une alliée de la Fondation. Toute blessure qu'elle infligeait ne guérissait jamais, même avec l'application de la chair artificielle, l'arme absolument parfaite pour tuer les sarkistes. Le premier sourire qu'il avait eu depuis 6 mois s'étendit sur son visage alors qu'il la prenait par la poignée et la tirait, comme le roi Arthur tirant l'épée de la pierre. Il vengerait sa famille, il se vengerait lui-même. Carson s'approcha de la clôture et abattit l'épée, tranchant les maillons de la chaîne d'un seul geste bien maîtrisé. La coke l'avait rendu plus fort, avait affiné ses réflexes jusqu'à les rendre aussi aiguisés que les grandes épées. Il passa par l'ouverture dans la clôture et courut vers le bâtiment où il rencontra son premier obstacle. L'un des sectateurs avait dû l'entendre découper la clôture et était sorti. Il vit le visage sans yeux de l'homme le fixer depuis l'ombre de sa robe, la bouche tordue et irrégulière comme une cicatrice. L'homme leva le bras, ouvrant la paume pour révéler l'œil qui fixait Carson depuis son centre, tout en crachant à moitié une incantation sarkique qui transformerait Carson en l'un de ces mêmes affreux mutants morts qu'il avait vus sur le sol de son salon. Il ne pouvait pas permettre cela, avec autant d'enjeux, tout se déroulant à une vitesse qu'on ne percevait qu'au ralenti. Il évita le sort et transperça le cœur du cultiste avec son épée en fer froid. La créature poussa un cri strident, libérant une vapeur d'ichor noir qui jaillissait de la blessure. Alors que la créature s'effondrait au sol, Carson donna un autre coup précis à la gorge du cultiste par précaution, puis se précipita à l'intérieur du bâtiment. Il semblait que la discrétion n'était déjà plus une option. Des monstres jaillirent de l'obscurité vers lui, des humains transfigurés, grognants et bavant. Il se sentit coupable en les abattant, veillant, grâce à toute sa nouvelle précision motrice, à toujours le faire d'un seul coup net à chaque fois. Sachant qu'ils n'avaient pas choisi de devenir ce qu'ils étaient maintenant, pas plus que sa famille n'aurait pu en décider à l'époque, il considérait ce qu'ils faisaient comme une fin miséricordieuse à leur existence tourmentée. Un autre adepte surgit d'un coin sombre, projetant des éperons d'os aiguisés hors de sa chair en direction de Carson. Mais grâce à ses réflexes accrus, il parvint simplement à parer les projectiles en plein vol sans le moindre effort. À la grande terreur de l'adepte mutant, Carson n'éprouvait aucune sympathie pour ses adeptes, ceux qui avaient choisi de suivre les préceptes du sarcassisme. Il fonça et les abattit là où ils se tenaient, frappant leur chair malade. Cela lui procurait une telle joie de détruire ces choses, de les effacer de la surface de la terre, lui qui avait tant donné de sa vie à la Fondation pour la défendre. C'était une catharsis brutale et sanglante. Alors qu'il filait à toute allure dans les couloirs à la recherche du père Vissarion, il rencontra ce qui semblait être des légions de cultistes, affrontant chacun d'eux sur son passage. Avec le temps qui passait, il sentait sa force, sa vitesse et son intelligence augmenter. Telle était la force de la coke, décuplant toutes ses capacités vitales. Malgré la douleur, malgré le cancer, malgré tout ce qui jouait contre lui, cette fois, la vengeance serait à lui. Carson sentait un pouls résonner dans tout son corps, son cœur blessé battant à triple cadence. Il sentait la tension sur son corps mourant, tel un moteur de voiture poussé en sur-régime avec un carburant de compétition. Mais il ne pouvait pas le laisser l'arrêter, il ne pouvait pas s'arrêter tant que le travail n'était pas terminé. D'un coup de pied d'expert, il a ouvert les portes et a vu le père Vissarion à l'intérieur, debout à une chaire et lisant des sutras sarkiques dans un grand livre relié en peau humaine. Vissarion leva ses nombreux yeux et bouches, affichant une expression qui ressemblait à de la surprise. « Carson, dit-il. »« Comment ? Pourquoi ?» Carson força un sourire, du sang entre ses dents serrées. « On rembourse un cadeau, dit-il. » Aucun des deux n'attendit pour échanger un mot de plus. Carson fonça en avant à une vitesse impossible, chaque fibre de son être vibrant d'anticipation.
Terribles tentacules de chair surgirent du manteau du père Visarion, tissant une toile dans la pièce et fonçant vers Carson pour lacérer sa chair. Mais Carson était trop rapide. Il avait bu toute cette bouteille de coca, il voyait la 5e dimension. Les tentacules semblaient s'approcher de lui à la vitesse d'un escargot. Il abattit la lame et trancha les tentacules qui tombèrent au sol comme un sac de carottes mouillées et pourries. Le père Visarion n'en avait pas fini. Il ouvrit la paume et invoqua une petite bande de diablotins de cartilage féroces qui hurlèrent, crachotèrent et se jetèrent sur l'agent intrus, déchirant de leurs griffes et mordant de dents aiguës. Aucun ne réussit à porter un coup. Carson fit tournoyer l'épée, touchant chacun d'eux et les taillant en pièces, les tuant d'un seul coup. Les défenses de Visarion ne signifiaient rien, absolument rien. Alors que le prêtre sarkique préparait une nouvelle attaque, Carson lança un coup de pied expert en plein centre de la poitrine du père Visarion, le projetant contre le mur. Avant que le carnomancien ne puisse bouger ou préparer une nouvelle attaque, Carson s'élança et lui trancha la poitrine avec une précision experte. Une vapeur noire s'échappa de la blessure. « Carson, s'il te plaît. »« Père, » balbutia Visarion. « Épargne-moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je peux guérir ta maladie. » Il n'a pas pu s'empêcher de rire devant tant d'audace. « Guéris ça, » a-t-il dit. L'épée s'enfonça à travers les côtes déformées du père Visarion, transperçant son cœur noir et tordu. Il entendait le râle d'agonie du monstre résonner dans ses bouches brisées. Visarion s'effondra contre le mur, les yeux roulant vers le haut alors qu'il commençait à fondre hors de ses robes. C'était fait, la vengeance avait été accomplie. La grande épée en fer froid tomba au sol dans un fracas métallique. Carson pouvait sentir l'énergie parcourir chaque molécule, chaque atome de son corps. Concentration absolue, connaissance absolue. Carson soupira en paix et explosa dans toute la pièce. « Prends un coca et souris, je voudrais en offrir un au monde entier. » Vraie magie! Tous des slogans emblématiques de Coca-Cola qui suggèrent la position unique que cette marque de boisson gazeuse occupe dans le noosphère américain. Depuis que Saint-Nicolas est représenté comme un homme aux joues roses en costume rouge. Des études en neurosciences montrent que les gens ne distinguent pas Coca de Pepsi à l'aveugle, mais préfèrent le goût de Coca. Lorsque la marque est visible, on voit à quel point Coca-Cola s'est profondément ancré dans nos esprits. Donc en réalité, il est logique qu'on finisse par tomber sur une caisse anormale de bouteilles de Coca-Cola, et c'est ce qu'on appelle le SCP-207. Et peut-être que vous sourirez après avoir bu ce Coca pendant 48 heures, vous serez toujours en vie. C'est parce qu'en réalité, le liquide brun sucré dans ces bouteilles de Coca Vintage est classé classe 2, un danger chimique, va surmener tous les systèmes biologiques du corps, donnant à l'utilisateur d'énormes capacités dans tous les domaines. Mais cela a un prix, cela les tuera à cause de la pression énorme que cela exerce sur leur corps. Décomposons le processus et voyons exactement ce qui se passe ici. La formule du Coca SCP-207 est en grande partie la même que celle que vous trouveriez dans les rayons des détaillants classiques. Les principales différences sont des taux plus élevés de sucre et de caféine, ainsi qu'un ingrédient inhabituel censuré dans les dossiers officiels, de peur que quelqu'un ne fabrique ses propres bouteilles 207 chez lui. Mais il ne faut pas longtemps pour que l'escalade des effets montre à quel point cette anomalie particulière peut être dangereuse. Le premier effet frappant que vous remarquerez après l'avoir consommé, c'est que vous n'aurez plus besoin de dormir et aucun médicament ou traitement pour dormir ne pourra vous endormir. En fait, vous vous sentirez probablement plus énergique que vous ne l'avez été depuis des années. Il vous suffit de consommer 5 ml du Coca maudit pour commencer à ressentir ses effets. Donc, une seule gorgée devrait suffire à vous faire penser que le repos est pour les faibles. En général, dépasser cette quantité n'accroît pas l'effet, qui n'est pas proportionnel. Finir toute la bouteille a montré, disons des effets plus spectaculaires. Nous en reparlerons dans un instant. Mais l'incapacité à se reposer n'est qu'un avertissement avant que la véritable rafale de folie ne se déchaîne. Vous commencerez à ressentir une amélioration notable de vos fonctions motrices, de vos réactions et de vos fonctions psychologiques qui connaîtront une augmentation de 50% toutes les 6 heures. Vous pourrez penser plus vite, bouger plus vite, réagir plus vite et même votre QI augmentera au fil du temps à chaque amélioration. Le problème, c'est que votre physiologie ne changera pas, donc ces modifications vont provoquer un stress accru sur votre corps jusqu'à la mort, souvent à cause d'une défaillance majeure d'un organe, d'une rupture ou d'une lésion d'une artère, à cause des exploits incroyables que vous aurez accomplis. Les signes de stress devraient apparaître après 24 heures.
Les personnes concernées réaliseront que quelque chose ne va pas et que leur corps est en danger. Elles se déplaceront avec beaucoup de précautions, mais sous-estimeront souvent leur vitesse dans le processus. Un sujet de test a réussi à traverser un mur solide de 5 mètres, s'échappant de la chambre d'essai, mais il est mort peu après à la suite de la fracture de pratiquement tous les os de son corps. Les circonstances de la découverte du SCP-207 sont intéressantes. Tout a commencé avec un étudiant ayant de mauvais résultats dans toutes les matières, y compris les examens physiques, qui a soudain obtenu des notes exceptionnelles. Dans ces situations, les performances physiques de certains étudiants ont battu des records, attirant l'attention d'un agent de la Fondation infiltré dans la police locale. L'étudiant a été appréhendé pour des tests. À ce moment-là, il a avoué l'existence d'une caisse de SCP-207 chez lui et son rôle dans l'amélioration spectaculaire de ses performances. La Fondation a tenté d'appliquer un traitement amnésique, mais l'étudiant a résisté et a essayé de s'échapper, ce qui a entraîné une hémorragie interne massive et sa mort violente alors qu'il était en détention. On pense que cela était dû au fait d'avoir bu une bouteille entière. Les 207 bouteilles restantes ont été confisquées au domicile de l'étudiant et il a été signalé à la police comme personne disparue. On ne l'a jamais revu. Aucun autre cas de SCP-207 n'a jamais été signalé dans le monde extérieur depuis. Comme beaucoup d'anomalies inertes contenues par la Fondation, le SCP-207 a reçu la classe sûre et est actuellement conservé dans un site de confinement non divulgué. Le secret est maintenu par crainte qu'un individu téméraire ne pense pouvoir supporter les effets de la boisson anormale afin de profiter de ses effets positifs de façon permanente. À ce jour, aucune preuve n'a confirmé cette croyance, si jamais vous vouliez tenter l'expérience. Les bouteilles sont conservées dans un conteneur étanche, scellé, et tout personnel quittant la zone de stockage doit être fouillé pour s'assurer qu'il ne transporte ni nourriture ni boisson. Tout membre du personnel surpris en train de boire du SCP-207 se verra retirer tous ses niveaux d'accréditation et sera retenu comme sujet de test pour le court reste de sa vie. Pour éviter toute confusion, tous les distributeurs automatiques du site non divulgué doivent contenir uniquement des boissons gazeuses transparentes. Toute exception doit être signalée immédiatement. Bien que les compétences qu'une seule gorgée de cette boisson anormale puisse offrir soient incroyables, le risque d'effet délétère est... Pourquoi ? Je compte m'en tenir au Pepsi juste pour être prudent. 19 novembre. 1998. Dans une installation de la Fondation SCP, un employé subalterne pousse une civière recouverte vers un laboratoire d'essai. Il ne sait même pas ce qu'il transporte. Il sait seulement que c'est quelque chose d'extrêmement important et que c'est lié d'une manière ou d'une autre à une anomalie dangereuse et non contenue. Il laisse la civière au laboratoire, 2 scientifiques lui font un signe de tête silencieux. Le commis a survécu longtemps avec une autorisation de niveau 2 grâce à sa discrétion. Il n'a pas l'intention de compromettre son parcours en changeant cette attitude. Maintenant, le commis s'en va sans un mot et les scientifiques se mettent au travail. L'un d'eux retire la housse du brancard pour voir l'objet hautement classifié en dessous. Un McRib, un célèbre article en édition limitée du menu de McDonald's qui, d'une manière ou d'une autre, transformait le porc de la plus basse qualité disponible en un produit très recherché et convoité. C'est un poids lourd du menu saisonnier de l'entreprise, apparaissant pendant de courtes périodes alléchantes avant d'être retiré du marché pour susciter l'attente de sa prochaine apparition. Pour un œil non averti, rien ne distingue ceci d'un McRib ordinaire. Ce n'est même pas plus nocif pour la santé humaine que la version non anormale. La plus grande différence, c'est que ce McRib, au lieu de la viande de porc de mauvaise qualité mentionnée précédemment, est composé à 89% de chair humaine. Et le plus effrayant, c'est que ce n'est de loin pas l'élément le plus étrange de cette anomalie en particulier. Les scientifiques savent déjà qu'ils ont affaire ici à un McRib humain. Ce point-là n'est pas remis en question. Ce qu'ils veulent découvrir, c'est de qui ce McRib en particulier est composé. Ils découvrent rapidement un nouvel élément glaçant dans ce schéma terrifiant. Le burger est préparé avec la chair d'une personne disparue dans des circonstances violentes et mystérieuses. Tout comme toutes les autres personnes dans cette affaire, Emma Richard, une femme de 34 ans qui a disparu de chez elle plus tôt cet été-là. D'après ceux qui la connaissaient, c'était comme si elle était simplement partie du jour au lendemain, sans donner aucune raison, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. En travaillant, les scientifiques déterminent que la viande du McRib semble avoir été extraite de son ventre et de sa cuisse. En janvier 1999, ces mêmes scientifiques testeront un autre McRib pour découvrir qu'il correspond parfaitement à l'ADN d'une autre personne disparue dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Tony Michaels, un quadragénaire, a été présumé mort dans un accident lié à l'alcool au volant, mais son corps n'a jamais été retrouvé.
À la place, de la chair de sa joue et de son épaule s'est retrouvée dans le sandwich en novembre de la même année. Ces scientifiques obtiendront malheureusement aussi une réponse à la question de ce qui est arrivé à Amy Baker. Ses parents l'avaient laissée à la maison le mois précédent où elle avait disparu lors d'une supposée intrusion et enlèvement. Ses parents ne pourront jamais lui offrir des funérailles dignes de ce nom. La viande dans le sandwich semble provenir d'yeux et de mains. Que se passe-t-il ici? S'agit-il d'un complot international qui touche directement le siège social de McDonald's? Heureusement, non. En fait, il n'a pas fallu longtemps à la fondation pour se rendre compte que toute cette folie est centrée autour d'un endroit très précis, le McDonald's local de Martindale, dans l'Indiana. Et ce n'est pas aussi simple qu'un tueur en série cannibale fou qui serait aussi cuisinier chez McDonald's. On ignore comment la viande se retrouve imprégnée de chair humaine. Celle livrée au restaurant est du porc ordinaire, de basse qualité, sans anomalie. À un certain moment pendant la cuisson, celle-ci est remplacée ou transformée en la chair de ces personnes disparues. Et même la Fondation n'arrive pas à comprendre quand, comment ou pourquoi. Mais ce n'est pas la Fondation qui commence cette enquête, ni un autre groupe d'intérêt comme la Coalition Occulte Mondiale ou même les forces de l'ordre. C'est un journaliste local nommé Christian Curtis, un reporter d'investigation pour l'Indianapolis Star, dont le domaine consiste à faire tomber les entreprises locales qui ont tendance à arnaquer leurs clients. En 1997, il rédige un article révolutionnaire sur les restaurants et épiceries locaux contournant les règles de sécurité alimentaire. Et c'est au cours de cette petite campagne qu'il entend parler pour la première fois du McRib. Il reçoit un tuyau d'un citoyen anonyme inquiet qui parle du McRib. Au McDonald's local, je cite, « La viande a un goût fort et une saveur anormalement prononcée. Il y a quelque chose qui ne va pas. » La texture est inhabituelle, trop tendre pour du porc, mais avec une fermeté étrange en bouche. La sauce pour les côtes est amère et a un fort goût de fer, peut-être avarié. Avec un tuyau aussi brûlant, Curtis ne peut guère résister à l'envie de s'impliquer. Il se rend dans le McDonald's en faisant semblant d'être un simple client, et à première vue, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Le client semble satisfait et le personnel paraît propre, professionnel et attentif. Cela ne signifie pas que l'histoire ne mérite pas d'être approfondie. En tant que journaliste d'investigation, on apprend que les apparences sont parfois trompeuses. Curtis commande un McRib et emporte des échantillons pour un laboratoire alimentaire qui découvre une composition de viande très inhabituelle, même s'ils n'imaginent jamais une seule seconde qu'ils ont affaire à de la chair humaine, avant même que l'article ne puisse être publié. La suspicion de violation du Code de la santé mobilise le conseil municipal et la police locale avant même que vous puissiez dire salmonelle. L'inspecteur sanitaire de la ville a fermé le McDonald's de Martindale jusqu'à ce que l'enquête puisse être menée correctement. On dirait presque que la situation se règle d'elle-même, sans même que la fondation SCP n'intervienne. Un McDonald's anormal sert de la chair humaine, et l'inspecteur sanitaire le ferme. Mais malheureusement, ce n'est pas la fin de l'affaire, ce n'est que le début. Le 29 octobre 1997, 4 jours après la fermeture du McDonald's par la ville, quelque chose d'extrêmement étrange commence à se produire. La police locale est appelée après qu'une grande foule apparemment agitée se rassemble devant le McDonald's Martindale fermé, en colère et confuse à propos de la fermeture de leur restaurant préféré en ville. Surtout pendant la saison du McRib, lorsque certains policiers locaux sont envoyés pour contenir l'incident, ils se retrouvent presque dépassés par l'intensité des citoyens passionnés par le McRib. Le rapport officiel de la police sur l'affaire indique « La foule est mécontente et insatisfaite de toutes les raisons avancées concernant la fermeture du McDonald's. » Plusieurs personnes ont demandé quand le périmètre rouvrirait. Informées qu'aucune date n'était fixée, elles se sont agitées et ont voulu franchir le périmètre pour se faire un sandwich. Ces personnes étaient persistantes, refusant d'accepter un refus, et à plusieurs reprises, il a fallu les éloigner du bâtiment après qu'elles aient franchi la limite. Cela a duré plusieurs heures jusqu'à l'arrivée des adjoints du shérif pour disperser la foule. Cela paraîtrait trop invraisemblable sans plusieurs témoignages fiables pour corroborer les détails. Un autre des officiers présents, M. Sam Hill, a ajouté ceci au rapport officiel. Ils étaient insatiables. J'ai tenté de leur interdire l'entrée, expliquant que la viande était avariée et risquée, mais c'était comme s'ils n'entendaient pas ce que je disais. Ils ne me regardaient même pas. Ils fixaient simplement droit devant eux, en direction du bâtiment. Une femme, j'ai dû la retenir et la tirer en arrière et tout le temps elle répétait « Je veux juste goûter, donne-moi un goût, je veux juste un goût ». Même chose pour l'agent Derry. À son arrivée du comté, il semblait hypnotisé.
Aucune explication ne faisait de différence avec eux. Heureusement, les premiers intervenants dispersent la foule à contre-cœur sans mesure de contrôle sévère, mais une étrange sensation de présage demeure. Le sentiment que rien n'a été résolu ici et que le problème a simplement été repoussé pour un résultat terrible mais inévitable à venir plane dans l'air. Personne n'en parle, mais tout le monde le sait, et c'est pourquoi un détachement de 10 agents est placé autour du McDonald's cette nuit-là. Espérant apaiser les craintes que le même groupe d'habitants aigris puisse revenir et s'introduire, le chef du groupe, l'officier Jeff Moore, a déjà ce pressentiment que 10 ne suffiront pas à contenir ce qui s'annonce. Il refuse de paraître faible dans ses fonctions. Cela lui coûtera cher, à lui et à tous les autres. Le McDonald's de Martindale, Indiana, est situé en périphérie, entouré sur 3 côtés par un bosquet dense. Une seule route mène directement au McDonald's. C'est le type d'endroit qu'on aperçoit la nuit en conduisant entre 2 villes, la lueur pâle des arches dorées dépassant les arbres. Le genre d'endroit où tu te dis « ils mettent un McDonald's partout, hein ?» Au fil des heures, la nuit commence à tomber. 7 des agents se tiennent dehors, armés de rien de plus que des pistolets à leur ceinture. À l'intérieur, l'agent Moore et 2 autres attendent, formant une sorte de centre de commandement rudimentaire. Peut-être que c'est l'ennui et l'obscurité grandissante qui font que leurs yeux leur jouent à des tours. Mais Moore et les autres pourraient jurer qu'ils voient des gens bouger parmi les arbres, ou du moins il est presque sûr que ce sont des gens. On ne distingue que des silhouettes ombragées glissant d'un tronc à l'autre. Seulement quelques-unes au début, mais ensuite de plus en plus. Que prépare-t-il là-bas? Il s'efforce de continuer à observer sans perdre son calme. Mais à mesure que les silhouettes dans les bois se multiplient, cela devient de plus en plus difficile. Et lorsque Moore et les autres entendent un bruit sourd et humide contre le côté du bâtiment, leur cœur manque de s'arrêter sous le choc. Mais ils sont en service, donc ils doivent enquêter, même s'ils ont peur. Alors que Moore enquête, le malaise grandit. Quelque chose ne va pas. Il sait qu'il devrait suivre ses soupçons grandissants et commencer à tout signaler à la station. Il commence à appeler par radio, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il est interrompu par les cris paniqués des agents de l'autre côté du McDonald's. Et bientôt, ces cris sont accompagnés par des coups de feu et des hurlements. Moore sort son pistolet et tente de calmer ses mains en traversant le restaurant en courant. Il regarde par la fenêtre pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, et ce qu'il voit à travers cette fenêtre ressemble à un véritable cauchemar. Ce sont les clients, les mêmes personnes qui s'entassaient devant le magasin plus tôt, exigeant d'entrer, réclamant leur précieux McRib, sous peine d'une émeute. Ils surgissent de la lisière des arbres en courant et en criant. Mais ce n'est pas seulement qu'ils sont différents. Moore pense d'abord qu'ils doivent tous porter des chapeaux, des coiffes élaborées avec de grands bois de cérémonie, comme ceux que l'on voit sur un cerf. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Ces bois poussent directement de leur crâne, tout comme les rangées irrégulières de crocs dans leurs mâchoires et les longues griffes dentelées à la place de leurs ongles. Ils ignorent les coups de feu tirés contre eux alors qu'ils se jettent sur les gardes rassemblés, mordant, griffant, mâchant. Moore n'a jamais eu aussi peur de sa vie en voyant ses collègues officiers tomber sous la vague affamée qui s'abat sur eux. Doit-il tirer? Doit-il fuir? L'une de ces options peut-elle encore l'aider? Moore tente de demander de l'aide au téléphone, marmonnant que lui et ses hommes sont attaqués et tués. Alors que les portes d'entrée volent en éclats et que les clients se ruent sur lui, tout ce que Moore parvient à articuler au téléphone, c'est « ce ne sont pas des gens ». Après le massacre monstrueux du Martindale McDonald's, la fondation SCP entre enfin en scène dans notre histoire. Il est rare qu'une créature sorte des bois et massacre sans effort 10 policiers, dont des agents de la fondation infiltrés dans la police. Éliminez toute implication policière supplémentaire et transmettez la mission à la hiérarchie. Une équipe de nettoyage de la fondation menée par l'agent John Freeman arrive dans l'heure, espérant reprendre le contrôle et soigner puis débriefer les survivants. Mais non seulement il n'y a aucun survivant, il n'y a même presque plus de corps, seulement des squelettes recouverts des uniformes de police qu'ils portèrent de leur vivant, dévorés jusqu'à l'os par leurs assaillants voraces. Même l'équipe de nettoyage, pourtant habituée à voir des choses horribles, ne peut cacher son dégoût devant ce qu'elle découvre ici. La seule autre preuve, en plus des corps, ce sont les mots « rouvrir demain », griffonnés en lettres de sang sur le trottoir tout proche.
C'est un dévouement à la cause de McDonald's que même Ronald lui-même ne pourrait pas être censé montrer avant de subir un traitement amnésique volontaire. Pour effacer certains des aspects les plus désagréables de ce souvenir en particulier, l'agent Freeman a fait une déclaration détaillée et extrêmement troublante sur ce qu'il avait vu cette nuit fatidique. La dynamique de pouvoir entre assaillants et cibles était évidente. Les officiers tués, désarmés, étaient de simples proies face à un prédateur. Aucune règle d'engagement n'existait entre les deux camps. La plupart étaient méconnaissables, sauf ceux qui restaient non consommés. Les insignes et les armes étaient laissés intacts, mais la chair tendre du corps était déchiquetée comme une charogne. Toute la nuit, nous étions observés. Ils étaient déjà rassasiés, mais les plus passionnés d'entre eux exigeaient encore notre attention. Ils restaient à la lisière des arbres, assez loin pour qu'on ne voit pas leurs visages déformés. Mais nous pouvions encore distinguer les longs bois tordus qui s'étendaient de leurs crânes sous la lumière de la lune. Ils voulaient que nous sachions qu'ils savaient. Mais au fond, ce n'est pas différent de ce qui se passe quand on prive un groupe de la nourriture dont il dépend. Si on retire une population de cerfs, les loups commencent à mourir de faim, et alors leur comportement change. Ils sont ici depuis bien plus longtemps que nous. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient simplifié la collecte de nourriture, comme nous. En quoi leurs actions sont-elles différentes des nôtres? Réduire les animaux à de simples galettes de viande soigneusement emballées, vendues au public pour $1 ou moins? Ici, la seule différence, c'est que cette fois, c'est nous la viande. L'un d'eux était caché près de ma voiture quand je suis parti. C'était une chose énorme, étirée, de façon anormale, mince et misérable, frémissant et tremblant comme si chaque respiration était le râle de mort de tous les êtres vivants autour d'elle. Les changeurs de chair ne me sont pas inconnus, et ce n'était pas la première fois que je voyais leur œuvre, mais jamais je n'en avais été aussi proche. Je lui ai demandé ce qu'ils voulaient de nous, pourquoi ils avaient tué ces hommes, même si nous le savions tous les deux. Je l'avais parfaitement compris. Et à cet instant, je ne m'étais jamais senti aussi insignifiant de toute ma vie. Malgré toutes mes expériences, une vie pleinement vécue et tout ce que j'avais encore à offrir devant moi. À cet instant, je n'étais qu'un simple tube de viande emballé, soigneusement rangé jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi. Quand il a répondu, sa voix ressemblait au vent sec soufflant sur un champ désert. Il a prononcé 6 mots avant de se fondre à nouveau dans l'obscurité. Reopen tomorrow. Don't change the menu. Et c'est le genre d'offre que même la fondation SCP ne pouvait pas refuser. Ils avaient un ultimatum devant eux, une analyse coût-bénéfice, si vous voulez. Comme les policiers de Martindale, ils pouvaient tenter de garder le McDonald's fermé. Même si cela signifiait repousser les clients horribles pour les tenir à distance et potentiellement perdre un grand nombre de membres du personnel en conséquence. Ou pire encore, risquer que les clients cherchent leur dose ailleurs et provoquent des massacres dans tout l'État de l'Indiana. Ou alors, ils pouvaient plutôt procéder à des sacrifices contrôlés. Après tout, les gens ne disparaissent que pendant la saison du McGrib et ces disparitions étaient toujours assez ésotériques pour qu'on puisse facilement les attribuer à des causes non anormales. Ils pouvaient surveiller le McDonald's et le laisser prendre sa livre de chair, au sens figuré comme au sens propre, sans que cela n'aille plus loin. Tu peux deviner ce qu'ils ont fait? À cause de la nature complexe du SCP-6745, c'est l'une des rares anomalies qui possède à la fois une classe de confinement primaire et secondaire, la classe primaire étant ésotérique, ce qui signifie qu'elle ne rentre pas vraiment dans le cadre des classes Safe, Euclide et Keter. Il a aussi Thomiel comme classe secondaire, une rare classe de confinement pour les anomalies qui en contiennent d'autres. Et dans ce cas, je suppose que cela convient, étant donné le rôle que le McDonald's joue en satisfaisant sa clientèle anormale, violente et terrifiante. Classifiée récemment, cette anomalie possède aussi des classes de risque et de perturbation dans son dossier. Le risque dans ce cas est le danger, ce qui signifie que le risque physique qu'il représente est important à extrême, ce que n'importe laquelle de ses victimes aurait pu vous dire si elles n'avaient pas été tuées d'une manière ou d'une autre et transformées en sandwich. Sa classe de perturbation est Kennec, signifiant que son rayon de perturbation de la normalité atteint au moins une ville moyenne et peut se propager très rapidement. SCP-6745 est une autre de ces anomalies où les méthodes de confinement, bien qu'efficaces, ne vous laisseront probablement pas un sentiment de confort. Pour toutes ces raisons, la Fondation a jugé que fermer le restaurant était plus risqué pour la normalité que de le laisser ouvert. En raison de la grande violence que les clients peuvent commettre si leurs besoins ne sont pas contrôlés.
Les agents de la Fondation opèrent sous couverture parmi la communauté locale et les forces de l'ordre pour limiter les risques de violation des protocoles de confinement au sein du McDonald's. Pendant la période où le McRib est au menu, ces agents infiltrés doivent signaler tout comportement inhabituel de civils au site 81 à des fins d'enregistrement et d'archivage. La connaissance de ce qui se passe à l'intérieur du SCP-6745 doit être gardée secrète à tout prix, y compris au sein même de la Fondation où l'accès complet au dossier est réservé au personnel de niveau 4 et supérieur. Toute personne manifestant le désir de parler du SCP-6745 à d'autres doit être détenue et traitée avec de puissants amnésiques de classe C. Après tout, si les événements qui se déroulent ici venaient à être rendus publics, la Fondation ne l'apprécierait certainement pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais faire une pause dans mes fonctions à la Fondation pour aller déjeuner. Toutes ces recherches m'ont donné envie d'un McRib. C'est l'un des meurtres les plus étranges que l'agent spécial ait jamais vu. En fait, il n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'un meurtre. Ce qu'il sait, c'est que le corps étendu devant lui, contorsionné et froid contre le carrelage de sa propre cuisine, est mort. La victime est un homme d'une vingtaine d'années, proche de la trentaine. Bel homme en chemise de créateur et jean, l'appartement chic de l'homme mort est envahi par la police scientifique et les équipes hazmat qui fouillent chaque centimètre pour trouver empreintes, cheveux, vêtements, fibres ou tout autre indice. Un coup d'œil aux photos sur le mur révèle à l'agent spécial que la victime était un homme aisé. Vu ses nombreuses destinations de vacances exotiques, et sur chacune d'elles, il bronze sur une plage pittoresque, travaillant son bronzage. Et pourtant, le corps au sol est pâle comme la neige. Pour un homme qui semblait mort depuis moins de 12 heures d'après l'absence de mouches dans la pièce, il était bien plus pâle qu'il n'aurait dû l'être. C'est le genre d'affaire qui laisse perplexes les détectives de police ordinaires, le genre qui demande une vraie réflexion hors des sentiers battus pour être résolu, exactement le type d'affaire pour laquelle on fait appel à l'agent spécial. C'est un membre de l'unité d'élite des crimes en série du FBI avec un passé de consultant sur certaines des affaires d'homicide les plus étranges qui ont eu lieu à travers les États-Unis. Des affaires comme des meurtres commis par des sectes sataniques, des assassinats perpétrés par des personnes souffrant de délire messianique, et même certains meurtres qui défiaient véritablement toute explication. Maintenant, il doit découvrir de quel type d'affaires il s'agit exactement. Selon les premiers intervenants, les enquêteurs sont arrivés après que la femme de ménage a trouvé l'homme inconscient dans la cuisine. Il n'y avait aucun signe de jeu déloyal, d'effraction ou même de blessure sur le corps de l'homme. Le policier de quartier, après avoir touché le cou de l'homme, a remarqué qu'il était glacé. L'agent spécial reste serein, faisant confiance à la science pour obtenir les réponses que ses yeux ignorent. L'autopsie et le rapport toxicologique apporteront sûrement un peu de clarté à tout cela. Il ne s'attend pas à ce que cela soulève plus de questions que de réponses. Le rapport toxicologique arrive au bureau où l'agent spécial est en poste le lendemain. Aucune drogue ni poison dans l'organisme de la victime, rien du tout, et en recoupant le rapport avec les dossiers médicaux de la victime, il ne semblait rien y avoir dans son organisme qui trahissait quoi que ce soit. Une réaction allergique soudaine et dangereuse. L'agent spécial pose les papiers et prend une gorgée de son café. Étrange, peut-être que l'autopsie éclaircira au moins tout ça. Il se rend au bureau du médecin légiste le lendemain pour obtenir les détails directement du coroner. La victime est allongée sur une table sous un drap blanc, l'acte déjà accompli. L'agent spécial peut deviner, à l'expression perplexe du visage du coroner, que cette rencontre ne sera probablement pas aussi éclairante qu'il l'espérait. « C'est la chose la plus étrange, » dit le coroner, essayant de garder son calme professionnel. « Aucune blessure, aucun dommage interne, aucun signe de maladie. Mais quoi, docteur ?» demande l'agent spécial. Il a été exsanguiné. En fait, si je ne savais pas mieux, je dirais qu'il est mort exsangue, dit le coroner. C'est impossible. Comment un homme peut-il mourir vidé de son sang, sans blessure ni trace de sang sur place? L'agent spécial murmure pour lui-même. Tant de questions subsistent, toutes regroupées sous une seule. Qu'est-il arrivé à ce type? L'agent spécial prend le métro pour rentrer chez lui ce soir-là, l'esprit envahi de questions sur cette affaire étrange qui lui est tombée dessus. Il voit alors deux adolescentes réunies autour d'un téléphone, riant devant une vidéo virale sur TikTok. Un moment extrêmement bizarre et embarrassant qui s'est produit avec un homme politique local à la télévision en plein milieu d'un discours. Il s'était mis à hurler puis avait uriné dans son pantalon avec une grande intensité devant toute la foule. L'agent spécial pense que les jeunes font des choses bien étranges aujourd'hui. Il n'a aucun moyen de savoir que ce petit incident étrange est lié à la même affaire qu'il enquête.
Plus tard dans la nuit, les clients d'une boîte de nuit voisine font ce qu'ils savent faire de mieux. Ils dansent sous les lumières pulsantes au rythme régulier de la musique électronique. Ce même club a été fréquenté il y a moins de 24 heures par l'homme dont la mort est justement l'objet de l'enquête de l'agent spécial, pas qu'il le découvre un jour. Un jeune homme séduisant, dans la vingtaine, passe la meilleure soirée de sa vie à danser, se balancer, avec des femmes accrochées à lui. Il est au sommet du monde, à son apogée, mais il reste humain et doit aussi aller aux toilettes. Puis il se retire dans la salle de bain, fait ce qu'il a à faire et s'asperge le visage d'eau froide. C'est alors qu'il remarque l'employé dans le coin, un homme maigre au visage pâle, debout près d'un chariot couvert de serviettes chaudes, d'après-rasage et de savon de luxe. Bien sûr, il s'attendra à un pourboire pour l'un de ses services, mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Alors que le jeune homme essaie de quitter les toilettes, l'employé lui tend une sucette rouge, une tradition inexplicable du club. Le jeune homme ne peut s'empêcher de soupirer. « Combien le jeune homme demande-t-il pour vous ?» « Monsieur, demande l'assistant d'une voix fine et fragile. aucun frais. » Le jeune homme fait un signe de tête poli, prend la sucette et s'en va. Il le mangera sûrement demain quand il s'ennuiera et aura la gueule de bois. Ce soir, c'est juste pour s'amuser. Il n'a aucune idée qu'un bonbon exactement comme celui-ci a tué un homme la nuit précédente. Ah, la modeste sucette. En général, son seul vrai danger pour les gens est le risque d'étouffement. C'est-à-dire, à moins que vous n'ayez affaire au SCP-819, surnommé les sucettes vitales. Personne ne sait qui les a créées, d'où elles viennent, ni quelles propriétés leur confèrent leurs effets souvent dangereux et anormaux. Mais ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'une confiserie rusée capable d'aspirer les fluides directement de votre corps à chaque fois que vous les sucez. Le corps humain étant composé jusqu'à 60% de fluide, il offre de nombreux liquides corporels au choix. Cependant, il faut comprendre que mettre un échantillon de SCP-819 dans la bouche ne vous transformera pas instantanément en coquille desséchée, comme si vous aviez bu dans le mauvais braille. Chaque type de sucette extrait un type de fluide différent, et heureusement, elles sont codées par couleur pour notre commodité. Il existe 6 variétés différentes de sucettes SCP-819. La sucette rouge à la cerise, qui correspond au sang, la couleur et la saveur orange, qui vous débarrassera lentement de votre acide gastrique. La sucette jaune au citron qui prendra votre urine, la sucette verte au citron vert qui dérobera votre flegme. La sucette violette au raisin qui aspirera joyeusement votre liquide céphalorachidien et la sucette bleue à la framboise qui volera le liquide de vos humeurs aqueuses et vitrées. Cela inclut le liquide de vos globes oculaires au cas où ce ne serait pas assez répugnant. L'anomalie a été découverte après plusieurs incidents à l'hôpital. Service de pédiatrie, où il était courant que le personnel offre une sucette aux enfants qui se comportaient bien pendant leur consultation. Heureusement, aucune victime mortelle ici. Comme les effets des sucettes ne sont actifs que lorsque les bonbons sont effectivement sucés, dès que l'on arrête de sucer, les fluides se régénèrent à un rythme normal pour ce fluide particulier. Vous seriez pardonné de le penser. Les échantillons de SCP-819 ne sont pas différents de leurs homologues non anormaux, étant donné que leur emballage est identique à celui des sucettes normales. Elles ont le même goût et se détruisent aussi facilement que les sucettes ordinaires. Mais ne vous laissez pas tromper par tout cela, elles peuvent être extrêmement dangereuses si on les manipule sans la prudence nécessaire, et ce, pour plusieurs raisons. La quantité de liquide prélevée à chaque succion est fixe, indépendamment de celle présente dans le corps de la victime. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Vous pouvez mourir en moins de coups de langue qu'il n'en faut pour atteindre le centre d'une sucette Tootsie Pop si vous n'êtes pas prudent. L'anomalie est aussi très dangereuse à cause de son effet secondaire. Et cet effet secondaire peut être introduit par une simple question. Lorsque tout ce liquide est prélevé sur la personne qui suce la sucette, où va-t-il? Malheureusement, je ne peux pas vous assurer que la réponse vous rassurera. En résumé, les fluides circulent dans le corps de personnes innocentes proches de la victime initiale. En général, cela ne posera pas de gros problèmes lorsque la victime n'a léché la sucette qu'une ou deux fois. Mais plus on prélève de fluide à la victime initiale, plus le danger est grand, aussi bien pour elle que pour le passant affecté. Alors, quel type d'effet chaque suceur vital est-il susceptible de provoquer chez les personnes touchées par le trait anormal secondaire? Eh bien, si quelqu'un a utilisé un suceur rouge et que vous recevez tout son excès de sang, vous pourriez subir une pression artérielle très élevée, un gonflement des artères, un volume sanguin accru et possiblement des ruptures. Ce qui peut être, inutile de le dire, extrêmement dangereux pour votre santé.
Si quelqu'un savoure une sucette à l'orange, vous finirez par avoir son acide gastrique en plus du vôtre, ce qui peut entraîner un reflux acide sévère et parfois même des vomissements. L'acide, ce qui sera terrible pour votre œsophage et vos dents. Et la sucette jaune? Quelqu'un va verser généreusement son urine dans votre vessie, risquant de la faire éclater et d'entraîner une forte évacuation d'urine. En résumé, avec de la chance, vous serez juste trempé violemment, sinon vous finirez à l'hôpital pour intoxication à l'urée. Mais vous ne vous sentiriez pas beaucoup mieux si quelqu'un suçait la sucette verte, car vous vous retrouveriez à recevoir une quantité considérable de flegme. Attendez-vous à vomir et à éternuer de grandes quantités de flegme, tout en ayant du mal à respirer à cause du flegme qui obstrue vos voies respiratoires. Il ne reste que les sucettes bleues et violettes, toutes deux aux effets terribles sur celui qui suce et celui qui est sucé. Ou plutôt, la personne indirectement affectée par la succion. Désolé, impossible de formuler cela sans que ce soit étrange ou gênant. La sucette bleue provoquera une accumulation supplémentaire de liquide à l'intérieur de vos globes oculaires, ce qui peut avoir l'effet terrifiant de potentiellement faire sortir le cristallin de votre œil ou de faire en sorte que votre œil commence à sortir de son orbite. Recevoir du liquide céphalo-rachidien injecté par quelqu'un obsédé par une sucette violette peut causer œdème cérébral, vision double, maux de tête, troubles de l'élocution et perception. Ce n'est donc pas agréable non plus. Je pourrais vous parler longuement des détails contextuels, de la découverte, de la classification et des effets anormaux de ces bonbons malveillants. Nous savons tous pourquoi vous êtes ici. Les journaux de test. Parce que bien sûr, après avoir catalogué les 6 différents types d'aspirateurs vitaux, la Fondation devait faire preuve de rigueur scientifique et réquisitionner un certain nombre de sujets de classe D pour des expériences plus approfondies. Il y a naturellement eu plusieurs morts au cours des expériences. Avant d'aborder les tests plus sombres et répugnants. Dans un souci de transparence totale, je vais mentionner que la Fondation voulait également tester si le SCP-819 avait des différences de goût appréciables par rapport à ses homologues non anormaux. Un sujet de classe D a reçu un échantillon de chaque sucette anormale et une sucette normale de la même saveur, puis a été invité à toutes les goûter. Pour voir s'il pouvait deviner lesquelles lui volaient lentement ses fluides corporels, il n'a pas réussi. Cela a conduit à la diffusion d'une note suggérant que les bâtonnets du SCP-819 soient marqués afin d'éviter que les membres du personnel ne les utilisent par inadvertance. Cela soulève des questions sur la raison pour laquelle le personnel de la Fondation mange si souvent des sucettes au travail que cela devient un risque. Revenons à la partie intéressante des prochains tests. Les membres du personnel de classe D ont reçu une sucette à lécher jusqu'à consommation complète. Je m'excuse encore pour la formulation, mais c'est notre situation actuelle. Au cours de ces tests, des notes rigoureuses ont été prises et ils étaient reliés à divers dispositifs de surveillance, notamment un ECG, un oxymètre de pouls et un pneumographe. Le premier sujet a reçu la sucette rouge, et les notes de recherche étaient les suivantes. Le sujet a commencé à consommer la sucette, ne montrant aucun symptôme indésirable, à part le développement d'une légère tachycardie dans les premières minutes. Après environ 5 minutes, le sujet a commencé à paraître pâle, avec une tachycardie modérée et une réduction de la différence entre la pression artérielle diastolique et systolique. Le sujet s'est légèrement désorienté, mais il a reçu l'ordre de continuer. Après quelques minutes, la pression artérielle a chuté, provoquant une accélération du rythme cardiaque pour compenser. Après 10 minutes, le sujet a montré des signes de choc hypovolémique et est devenu moins lucide à mesure que la pression artérielle chutait, puis a perdu connaissance. Moins de 3 minutes plus tard, l'échantillon de SCP-819-A a été récupéré. 2 tiers avaient été consommés. Le sujet est décédé 1 minute après avoir perdu connaissance. L'autopsie a montré que la mort était due à une hémorragie. Le sujet aurait perdu plus de la moitié de son sang durant l'expérience. Vint ensuite la sucette à l'orange, qui eut des résultats moins mortels, mais qui resta une expérience indéniablement et extrêmement désagréable. Voici les notes. Le sujet a commencé à manger la sucette à contre-cœur en commentant qu'il avait toujours détesté le goût de l'orange. Le sujet n'a présenté aucun symptôme pendant les premières minutes. Après 5 minutes, le sujet a signalé des brûlures d'estomac. Les signes vitaux sont restés stables. Après 30 minutes seuls, les symptômes du sujet ont évolué par une légère hausse de la douleur. Le sujet a été libéré après avoir consommé la sucette et surveillé durant les 36 heures suivantes. Le sujet a souffert de fortes douleurs à l'estomac après le repas, puis de diarrhée et légère malnutrition, symptômes caractéristiques de l'achlorhydrie. Le sujet s'est rétabli en quelques jours grâce à la régénération naturelle de l'acide gastrique.
Le sujet a aussi eu plusieurs ulcères peptiques à cause du manque de mucus protégeant la muqueuse gastrique durant l'expérience, un résultat révoltant. Peut-on en dire autant de la sucette jaune? Le sujet a ensuite consommé la sucette après 15 minutes, aucun changement n'a été observé dans les signes vitaux du sujet et aucune sensation anormale n'a été rapportée par le sujet. Sous pression, le sujet a remarqué qu'il ressentait moins le besoin d'uriner qu'au début de la procédure. Le test a été suspendu pendant que le sujet devait boire 1 litre d'eau et attendre une forte envie d'uriner. Le sujet a de nouveau reçu l'ordre de consommer SCP-819C après 2 minutes. Le sujet a signalé que l'envie d'uriner avait diminué après 10 minutes. Le sujet n'avait plus envie d'uriner et, sur ordre, il n'y avait plus d'urine dans sa vessie. Les chercheurs ont été intrigués par celui-ci, se demandant si cela pourrait peut-être être utile à la Fondation. Par exemple, les donner à des agents infiltrés de la Fondation lors de Planck pour éviter qu'ils aient à uriner durant des missions sensibles. Cependant, ils ont désapprouvé que le personnel de la Fondation demande à utiliser les sucettes jaunes pour des raisons personnelles. La sucette verte, en revanche, n'était pas aussi utile. Après environ 3 minutes, le sujet a remarqué qu'il avait l'impression que ses sinus commençaient à se dégager et il a continué joyeusement. 3 minutes plus tard, le sujet a signalé que son nez était très sec et un peu douloureux. Une consommation supplémentaire a entraîné une augmentation des douleurs au sinus et au nez, ainsi que l'apparition d'une gorge irritée et une respiration légèrement difficile. La progression a causé des douleurs à la déglutition, des difficultés respiratoires et une douleur intense dans les zones déjà touchées. Après la fin de la consommation, le sujet a été relâché et surveillé pendant 5 jours. L'examen initial a révélé une inflammation des tissus nasaux, des sinus et de l'œsophage. Une irritation pulmonaire similaire a été confirmée. Après examen de la respiration, le sujet a rapidement développé une rhinorrhée et est décédé de plusieurs souches de virus gastrique et rhinovirus. Après avoir guéri, le sujet est revenu à la normale. On pense que certaines glandes productrices ont été abîmées par le manque prolongé de mucus. Mais si vous pouvez le croire, la sucette bleue a donné des résultats encore plus troublants. En 15 secondes, le sujet a signalé des difficultés à voir. Au bout d'1 minute, le sujet avait complètement perdu la vue. Lors de l'examen physique, il a été démontré que l'humeur aqueuse était épuisée et que la masse de l'œil commençait à diminuer. Une consommation excessive a entraîné le rétrécissement et le dessèchement des yeux du sujet, l'humeur vitrée étant perdue. Après 4 minutes, les yeux étaient totalement desséchés et sans humeur. Le patient a pu sentir ses yeux rétrécir, mais n'a ressenti aucune douleur jusqu'à ce que les yeux rétrécissent au point de mettre à rude épreuve la connexion avec le nerf optique. Les yeux ne se sont pas réhydratés après la fin de l'expérience, car l'humeur vitrée est un liquide qui ne se renouvelle pas. Le sujet a été euthanasié après cette expérience. Une réaction sévère peut-être, mais probablement pour le mieux, tout bien considéré. Mais il n'était pas nécessaire d'euthanasier le sujet de test. Après la sucette violette, la sucette elle-même s'est chargée de cela en moins de 20 secondes après que le sujet a commencé à la manger. Le sujet a signalé un mal de tête soudain et intense et une faiblesse. S'allonger atténuait la douleur, signe de céphalée orthostatique. Il a été demandé au sujet de se redresser et de poursuivre. Le sujet a aussi signalé des vertiges, des étourdissements et une vision double. 3 minutes après le début de l'expérience, le sujet a perdu connaissance et a été déclaré mort 30 secondes après la perte de conscience. L'échantillon de SCP-819F n'a été que légèrement consommé. L'autopsie a montré une importante carence en liquide céphalo-rachidien, provoquant une perte de flottabilité et la constriction des vaisseaux sanguins du cerveau. Heureusement, malgré les dangers potentiels à l'hôpital, en pédiatrie ou avec un pervers dans une boîte de nuit, ces sucettes ne sont pas une réelle menace. À l'intérieur d'un casier de confinement sécurisé de la Fondation SCP, il a été classé dans la catégorie de confinement sûr. Pour accéder à ces bonbons pour des tests, demandez l'autorisation au Dr Drin, chercheur principal. Personnellement, je pense que je vais jouer la carte de la sécurité et me contenter de chocolat. Si un homme étrange en camionnette vous offre des bonbons, ne vous souciez ni de l'homme ni du véhicule, mais des bonbons. Le petit Timmy ne l'a pas fait, et maintenant il flotte dans le froid du vide spatial. Michel aurait aussi dû s'inquiéter. Ce jogger trentenaire en forme a été trouvé, souffrant, dans le train par des randonneurs. Presque tous les os de son corps étaient brisés alors qu'il était alité à l'hôpital, perfusé de morphine. Il a juste pu murmurer 4 mots. C'était le bonbon, et malheureusement ce phénomène étrange touche plus que les personnes qui mangent le bonbon. En Colombie, des dizaines de morts et des centaines d'hospitalisations pour brûlures et maladies liées aux radiations.
L'événement, responsable de nombreuses victimes, serait dû à une fusion de réacteurs dans une installation nucléaire non révélée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sûrement, un bonbon capable de provoquer de tels effets extrêmes attirerait l'attention de la Fondation SCP? Eh bien, c'est ce qui s'est passé, mais c'est là que notre histoire commence, pas qu'elle se termine. Alors que le bonbon mortel connu sous le nom de SCP-1916 est un cas fascinant en soi, il est encore plus captivant comme porte d'entrée dans le monde mystérieux et dangereux des bonbons anormaux. Et qui de mieux pour être votre marchand de bonbons anormaux que votre cher ami chercheur, le Dr Bob? Mais avant de nous plonger dans le vaste monde des bonbons anormaux, recentrons-nous sur le SCP-1916, la friandise sucrée qui a provoqué les étranges événements que j'ai décrits au début. Ce sont des bonbons durs type Jawbreakers, emballés individuellement et produits par une entreprise. Vous connaissez sans doute le Dr Wondertainment, célèbre fondation et fournisseur de jouets et bonbons anormaux. La manière dont ils ont créé cette anomalie demeure un mystère. Pour la plupart, les bonbons sont faits de sucre et de conservateurs, nocifs pour vos dents, mais rien de plus. L'ingrédient secret qui semble conférer à ces confiseries des effets anormaux est une information privilégiée, supprimée des dossiers officiels. Mais la nature des effets eux-mêmes est plus qu'évidente. Ces bonbons, chacun inspiré d'une planète, recréent les effets de la force gravitationnelle de cette planète et, parfois, même leur atmosphère. Ces effets ne sont pas permanents pour ceux qui les consomment, c'est important à retenir. Les effets durent généralement 90 minutes et, sauf en cas de dommage pendant ce laps de temps, ils ne laissent aucune trace. Sauf si ce mot a vraiment du poids, comme vous le verrez bientôt. Les données les plus fiables de la Fondation viennent d'une cargaison de boules de gomme interceptées en route vers un détaillant. À l'intérieur se trouvait une publicité officielle de Dr Wondertainment. Salut les cadets de l'espace. J'ai hâte que vous puissiez vraiment aller dans l'espace. Le Dr Wondertainment est là pour vous. Les pierres lunaires, 0 Guise du Dr Wondertainment vous garantissent la sensation la plus proche d'être un véritable astronaute. Profitez d'un divertissement high-tech en explorant les jardins de Vénus et en naviguant sur les mers de la Lune sans quitter votre jardin. Chaque paquet de pierres lunaires 0G Wiz du Dr Wondertainment propose 6 saveurs. Pour une expérience vraiment hors du commun, cerise martienne, explorez les canaux de la planète rouge avec style. Baie vénusienne, dégustée sous les nuages de notre plus proche voisine. Attention, l'air là-bas est plus dense que l'eau. Citron vert lunaire. La Lune serait-elle faite de fromage vert? Tu le sauras quand tu pèseras un 1/6 de ton poids. Gelée jovienne. Baignade dans la grande tache rouge de la plus grande planète. Fraise de l'espace lointain. Découvre ce que c'est vraiment que d'être dans l'espace. Le 0G Wizway Planet X. Comment est-ce sur les planètes inexplorées? Il faut l'essayer pour le savoir. Avertissement, usage extérieur interdit. Ne consommez qu'un seul 0G Wiz Moonrock du Dr Wondertainment toutes les 4 heures. Ne pas consommer avec l'Ultra Fizz Diet Phosphate du Dr Wondertainment. Votre définition de farce peut différer de celle du Dr Wondertainment. Le Dr Wondertainment décline toute responsabilité en cas de blessure, accident, maladie ou décès causés par une mauvaise utilisation des 0G Wiz Moonrocks. Ils ont en fait une bonne raison pour ces avertissements. La Fondation a mené plusieurs tests sur chaque Jawbreaker anormal pour explorer réellement leurs effets. Les chercheurs ont découvert qu'ils étaient bien plus dangereux et imprévisibles que ne le suggérait la publicité du Dr Wondertainment. Jetons un œil, voulez-vous? Le premier des bonbons, supposé être la cerise martienne, qui avait une teinte uniforme de rouge vif, a été testé sur un sujet de classe D masculin pesant 76,2 kg après avoir consommé le Jawbreaker cerise martienne. Le poids du sujet était de 28,6 kg, ce qui correspond à peu près à la réduction de poids que l'on observerait sous l'effet de la gravité martienne. Pour que vous ne soyez pas perdus, laissez-moi ouvrir une courte parenthèse pour vous expliquer un peu de physique. Je suis scientifique, sauf si quelqu'un vous attaque à la tronçonneuse. Votre masse, quantité de matière qui vous compose, est fondamentale et constante. Donc, que vous soyez dans les profondeurs écrasantes de la fosse des Mariannes ou très haut dans le vide de l'espace, votre masse restera la même. Le poids, en revanche, exprime la force gravitationnelle exercée sur le corps. C'est la différence entre quantité et force. Donc, lorsque vous mangez l'un de ces bonbons anormaux et qu'il fait effet, vous ne montrerez aucun changement visuel, votre masse reste la même. Cela influence seulement la façon dont la gravité agit sur votre corps. Le bonbon suivant, la baie vénusienne, était beige clair avec des stries blanches. Il a été testé sur un sujet de classe D de 48 kg.
L'effet gravitationnel était beaucoup plus faible, faisant descendre le poids du sujet de classe D à environ 43 kg, mais les effets secondaires étaient bien plus extrêmes. S'adapter à l'atmosphère de Vénus inflige un certain tribut brutal au corps. Cela a causé un grave accident de décompression, laissant le sujet de classe D mort 6 heures après l'autopsie. La cause du décès s'est avérée être quelque chose ressemblant à un œdème cérébral de haute altitude, un gonflement potentiellement mortel du cerveau en haute altitude. Étant donné que des êtres humains sont réellement allés sur la Lune et ont survécu, la chaux lunaire, blanche et uniforme avec quelques marques sombres évoquant des cratères, semble logiquement moins dangereuse pour la santé du consommateur. Un sujet de classe D qui pesait 104,3 kg a reçu l'un de ces bonbons et son poids est immédiatement descendu à 16,6 kg. La moindre gravité lunaire lui a aussi donné des capacités physiques étonnantes. Pour évaluer cette anomalie, les chercheurs l'ont conduit sur une zone de test sécurisée à l'extérieur. Il a été capable de courir anormalement vite et de soulever des poids extrêmement lourds. Ensuite, la Fondation a voulu tester les capacités de saut du D-Class, et c'est là que tout a mal tourné. Il a pris de l'élan, a sauté et s'est envolé dans le ciel trop vite pour être arrêté. Il a atteint les couches externes de l'atmosphère terrestre à la vitesse de sortie. On le considère maintenant comme mort. De toute évidence, une gravité réduite comporte ses propres risques, mais il en va de même pour une gravité accrue, comme celle à laquelle on peut s'attendre en consommant de la gelée jovienne. Ceci comporte plusieurs bandes horizontales orange et blanches. Il y a plusieurs petites taches blanches et rouges, dont une grande tache rouge destinée à reproduire la grande tache rouge, la méga-tempête perpétuelle qui sévit à la surface gazeuse de Jupiter. Cela a augmenté le poids du sujet de classe D de 117,9 kg à 298 kg, soit bien au-delà de 600 livres. Un poids qui, normalement, vous vaudrait une place dans une émission de télé-réalité douteuse. Ici, le sujet a ressenti une douleur intense et en essayant de bouger, il a subi de multiples fractures aux bras et aux jambes. C'était bien plus désagréable que l'expérience du membre de la classe D qui a goûté la fraise noire venue de l'espace. En plus d'être délicieuse, elle a permis aux membres de la classe D de flotter librement, totalement libérés de l'oppression de la gravité. Et comme la Fondation avait tiré les leçons de l'incident du citron vert lunaire, elle s'est assurée de mener ce test dans un environnement intérieur avec un toit solide au-dessus de la tête. Après les 90 minutes écoulées, tout allait bien. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour le personnel de classe D. On lui a fait goûter le bonbon Planète X, noir avec un point d'interrogation blanc. Peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de moyen totalement sûr de tester un bonbon anormal qui recréerait les conditions d'une planète inconnue. Mais même en gardant cela à l'esprit, on peut dire sans risque que cet incident a été particulièrement désastreux. Le sujet a littéralement explosé dans une décharge de rayonnement gamma concentré, l'extrémité la plus mortelle du spectre électromagnétique. 82 personnes sont mortes d'une intoxication aiguë aux radiations et 438 ont dû être soignées immédiatement simplement car elles étaient proches. Étant donné la nature inerte de ce SCP, il a été classé comme sûr, avec pour instruction de récupérer tout échantillon égaré de SCP-1916 pour le stocker dans un entrepôt du site 85. Il existe même une force opérationnelle entière, la Force mobile d'intervention 6964 ou les grilleurs de Slugworth, dédiés à les retirer de la circulation. Mais cette histoire ne se termine pas ainsi. Souvent, lors de recherches sur diverses anomalies, ma vaste connaissance du monde anormal me permet d'établir des liens inédits entre elles. La nature de SCP-1916 m'a beaucoup rappelé une autre forme de confiserie chaotique. Cela s'est avéré être un sujet de grand intérêt pour la Fondation SCP. Je parle bien sûr de SCP-261, le distributeur automatique pandimensionnel. Ce distributeur automatique inhabituel offre des bonbons, snacks et boissons de diverses dimensions, avec des effets imprévisibles. Comme déjà mentionné, vous êtes ici pour les dossiers classifiés sur les bonbons interdimensionnels. Alors, examinons certains des produits les plus étranges distribués par SCP-261 que la Fondation a documentés. Alors, venez avec moi et vous serez dans un monde d'enquête pure. Du côté le plus doux, il y a des bonbons comme la bombe épicée, un petit chewing-gum rouge avec des caractères japonais sur l'emballage. Heureusement, la partie bombe du nom est une exagération, mais la partie épicée ne l'est certainement pas. Cela a créé une saveur si intense et épicée que le chercheur, qui a pris la décision discutable de l'essayer lui-même, a dû interrompre l'expérience pour vomir et prendre des antiacides puissants. Il existe, il faut l'admettre, des confiseries géniales comme « Construis tes propres robots en bonbons ». Il s'agit d'un petit sachet de bonbons durs façon pèse moulé en différentes pièces mécaniques.
Vous pouvez ainsi assembler ces pièces pour créer de petits robots très fonctionnels qui s'affrontent si vous en fabriquez plusieurs. L'emballage est dans une langue que personne ne peut identifier. Les robots bonbons peuvent être mangés sans aucun effet indésirable pour celui qui les consomme. Même si beaucoup les trouvent trop sucrés, n'hésitez pas à en assembler et à les manger si vous en trouvez. Ensuite, il y a le chou à la crème à température inversée, pouvant susciter des débats dans nos commentaires sur la frontière entre pâtisserie et confiserie. Ce qui est étrange avec cette collation, c'est que sa température devient l'inverse de l'extrême où elle est, alors qu'à température ambiante, elle paraît normale. Si on le place dans une chaleur extrême, comme le feu, le chou à la crème devient extrêmement froid, et si on le met dans un congélateur, il risque de prendre feu. Quant à son goût, tous ceux qui l'ont goûté l'ont trouvé correct, mais peut-être un peu rassis. Si vous êtes du genre à toujours être trop pressé pour vous asseoir et vraiment savourer vos encas, vous pourriez apprécier. Biscuits à la thiotimaline. Ce sont des biscuits emballés individuellement dans du plastique que vous pourrez réellement goûter 3 secondes avant de les mettre dans votre bouche. Pour les courageux et les téméraires, l'idée de la tarentule caramélisée pourrait vous plaire. Oui, c'est exactement ce que cela semble être, une énorme tarentule avec une envergure de 33 cm cuite dans un délicieux caramel. C'est un repas à savourer, car il pourrait être votre dernier fondement. Des études montrent que la tarentule contient des toxines très puissantes, susceptibles de vous tuer comme l'araignée ingérée. Dans un registre plus sain, il y a Fruits of the Loom, un paquet de 3 sous-vêtements comestibles, aussitôt confisqués par les superviseurs de recherche du SCP-261 pour des raisons inconnues. On peut seulement supposer que ces superviseurs ont passé de belles nuits. Peu après, plusieurs bonbons issus du distributeur automatique pandimensionnel sont impossibles selon les lois de notre réalité. Mais ils sont amusants et excentriques, pas effrayants ou dangereux. L'un d'eux est un type de biscuit appelé de façon ludique « bouchée sonore ». Ce sont des biscuits en forme de mots d'onomatopée qui produisent le son dont ils ont la forme lorsqu'on les mange. Par exemple, un biscuit sur lequel il est écrit « waf » produira le son d'un chien qui aboie. Un autre sur lequel il est écrit « bang » pourrait faire le bruit d'un coup de feu. Ce n'est vraiment pas une expérience de dégustation relaxante. À propos des coups de feu, il y avait aussi des bonbons en forme de balles avec un point d'exclamation. Ces balles de 9 mm faites de bonbons durs sont inoffensives à manger, mais peuvent aussi fonctionner comme de vraies balles. Lorsqu'une personne est touchée par l'une de ces balles, elle subit le traumatisme balistique attendu, avec en plus un goût et une odeur prononcée de menthe poivrée, ce qui est au moins une délicieuse consolation. Celles-ci ressemblent aux cartouches de fusil de chasse Tannhauser Arms comestibles, fonctionnelles, comestibles et au goût de chocolat banane. En parlant de bonbons supposés qui peuvent vous causer beaucoup de tort, il y a aussi le tas de limaces, et oui, c'est exactement ce que ça semble être, un véritable tas de limaces dans une boîte. Similaires à celles utilisées pour les fraises. Cependant, ces limaces ont tout de même une certaine valeur nutritive. Elles renferment des taux très élevés de vitamines essentielles ainsi que beaucoup d'arsenic. Aucune friandise n'est parfaite, mais honnêtement, je préférerais peut-être tenter l'arsenic. La tortue décrite comme une boule de dinde frite contenant une boule de poulet frit qui à son tour contenait une boule de chocolat. Ça donne vraiment l'impression que ça ne devrait pas fonctionner et je laisserai le soin de découvrir si c'est le cas au personnel de classe D. Un objet plus dérangeant est un flacon de pilules en plastique orné d'un dessin d'enfant mangeant un rat. Si vous donnez une de ces pilules à un rat, sa chair deviendra progressivement un bonbon gélifié comestible. Donc, si vous avez déjà voulu manger un rat mais que vous étiez inquiet à cause des maladies, ce bonbon interdimensionnel a été créé pour vos goûts incroyablement particuliers. Les prochains ne sont pas dangereux comme certains des autres, mais ils ont tout de même une certaine ambiguïté morale. Ces créatures, à parts égales bonbons et entités, sont les petites créatures à plusieurs pattes de mange-moi qui courent partout en mendiant. Mais dès que vous le ferez, ils crieront et hurleront de joie en les mangeant. Être dévoré est l'accomplissement du but de leur vie, donc nous supposons que vous devriez être heureux pour eux à ce sujet. Si vous avez du mal à être heureux seul, mieux vaut consommer quelques haricots de joie en gelée. Émotions variées. Ce sont exactement ce que le nom indique, des dragées en gelée de différentes couleurs qui, selon la couleur que vous mangez, peuvent modifier vos émotions. Le rouge symbolise la joie, le bleu la tristesse, le rose l'excitation sexuelle, le jaune la peur, le vert la colère et le violet la jalousie. Quel serait votre choix? Dites-le en commentaire. De la même manière que nos chers robots bonbons, il existe aussi des commandos bonbons, semblables aux soldats jouets classiques faits en bonbons durs.
Ces soldats, une fois sortis de leur emballage, commencent à se battre entre eux de façon autonome en utilisant des tactiques militaires avancées et des armes sophistiquées. Après leur bataille, ils deviennent inertes. La Fondation note leur délicieux goût de menthe poivrée. Bien plus étrange et effrayant, il y a un bonbon. Étiqueté KRMLS, comme le mot caramel sans voyelle, il ressemble et a le goût d'un caramel normal. Cependant, après les avoir consommés, les sujets ont du mal à prononcer les mots. Puis, le lendemain, la personne se réveille et découvre que ses dents et sa langue ont disparu. Peut-être que ça ne vaut pas le coup pour un peu de caramel. Puis, il y a le bonbon Confession du colonel Krone, au nom aussi sinistre que son effet. En mangeant, vous révélez involontairement des informations compromettantes sur vous. Chaque nouveau bonbon partagé dévoile encore plus d'informations. Un chercheur de la Fondation a perdu sa réputation auprès de ses collègues après avoir partagé des détails malheureux sur sa vie personnelle. Au moins, il lui reste ses dents et sa langue, mais c'est assez léger. Comparé aux bonbons On Sweethearts, ceux-ci sont similaires mais diamétralement opposés aux bonbons classiques Sweethearts. Sauf que les phrases dessus évoquent plutôt le fait d'être en plein milieu d'un divorce acrimonieux. Des phrases comme « Je bois pour t'oublier et tu es la raison de mon ordonnance restrictive » et cela provoque bien plus que de simples mauvais sentiments. Chaque bonbon contient une dose mortelle de cyanure. Dans un registre plus innocent, il y a le Twinkie gigogne russe. C'est exactement ce que ça semble être, un Twinkie qui, quand on le presse, en éjecte un autre, légèrement plus petit. Vous pouvez faire cela 5 fois pour obtenir 5 Twinkies de taille décroissante. Parfait quand seule une série de 5 Twinkies peut satisfaire votre faim. Mais ce n'est rien comparé au scone du philosophe, une friandise étrange pour laquelle ils ont clairement trouvé le nom avant que le reste ne suive. Les scones ont un slogan sur leur emballage qui dit « Bon pour 30 minutes de plus après en avoir mangé un, vous ne vous sentirez pas vraiment différent jusqu'à votre mort ». C'est parce que le scone du philosophe vous accorde 30 minutes de vie, après avoir subi une blessure mortelle, même si la blessure devrait être immédiatement fatale. Comme recevoir les 2 canons d'un fusil de chasse, vous seriez étonné de ce que vous pourriez accomplir en 30 minutes. Il est logique de ne pas conclure cette liste sans le révéler. Un autre bonbon du Dr Merveille a aussi été distribué par le distributeur pandimensionnel, les incroyables bulles éclatantes du Dr Merveille. Ce chewing-gum paraît inoffensif lors d'une consommation normale. Mais si jamais vous faites une bulle avec, au moment où cette bulle éclate, l'explosion qui en résulte sera suffisante pour vous donner, à vous et à tous ceux qui vous entourent, une commotion cérébrale. Alors la prochaine fois que vous trouvez un bonbon étrange dans un magasin ou qu'il vous est offert par un homme sympathique en imperméable depuis le siège conducteur d'une camionnette blanche, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous mettez dans votre bouche. Vous ignorez d'où il vient et ce qui vous arrivera ensuite. Les bouchées de guimauve Chaco Wonder Explosion de Judy sont des céréales de riz au chocolat. Ces soi-disant friandises savoureuses sont autrement connues du personnel de la Fondation SCP sous la désignation SCP-2983. Comme son nom l'indique, cette céréale de petit déjeuner aurait aussi des liens suspects avec le Dr Wondertainment. Soit un individu anormal capable de manipuler la réalité, soit une entreprise de fabrication anormale, mais elle contient également des guimauves déshydratés de formes variées. Depuis qu'elle a appris l'existence du SCP-2983, la Fondation SCP surveille les manifestes de livraison des camions se rendant dans les supermarchés et les épiceries à travers la majeure partie de l'Europe pour repérer les cargaisons de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites Foundation. Des robots d'exploration web sont également chargés de surveiller l'activité en ligne pour toute mention du SCP-2983 ou de mots-clés associés afin d'aider à déterminer où les cargaisons sont livrées ou expédiées. De plus, les livreurs et les discussions en ligne sont étroitement surveillés. La Fondation envoie des agents infiltrés visiter les magasins soupçonnés de stocker le SCP-2983. Ces agents se présentent souvent comme membres du service ou représentants de l'assurance qualité. Lorsqu'un point de vente est découvert en possession de boîtes de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites, un agent infiltré de la Fondation alerte une unité de récupération pour réquisitionner ces boîtes sous le faux prétexte d'un rappel de produit. Les agents de rappel ont remarqué que de nombreux employés témoins n'ont souvent pas besoin d'amnésique ensuite. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ne présentent aucun risque pour la Fondation, mais aussi car leur travail en service client est déjà assez éprouvant. Interagir chaque jour avec le public est déjà une épreuve et ne devrait pas être compliqué par les effets des amnésiques. Une fois que toutes les instances de SCP-2983 ont été localisées et sécurisées, les boîtes récupérées sont ensuite livrées au site 55 où elles sont cataloguées et stockées avec d'autres objets anormaux à faible risque.
Dans le cas où les boîtes de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Beat atteignent leur date de péremption, ou si la capacité de stockage du site 55 est saturée par un excès de ce produit, l'incinération est alors autorisée. À l'heure actuelle, la Fondation n'a pas été en mesure de localiser le point d'origine ou l'usine de fabrication qui produit le SCP-2983. Les entrepôts de vente au détail recevant cette céréale anormale ne précisent pas son origine. Le personnel est incapable d'expliquer comment le produit arrive dans leurs installations, comment il est stocké ou comment il est chargé dans les camions de livraison. Encore plus perplexe, certains chauffeurs affirment ne pas se souvenir avoir transporté des expéditions de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites. Pourtant, lorsque les cartons arrivent en magasin, ils apparaissent mystérieusement à bord, prêts à être livrés. La plupart des chauffeurs disent de ne pas être assez payés pour questionner les expéditions de céréales pour enfants, expliquant ainsi l'absence de signalement. Le produit anormal lui-même est contenu dans des boîtes décorées avec l'imagerie typique associée à la marque Dr. Wondertainment. Au-delà du design familier et fantaisiste, les boîtes de SCP-2983 présentent la représentation d'une silhouette féminine humanoïde. On pense que ce personnage représente Judy, l'éponyme du céréal Judy's Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bite. Au-delà du simple rôle de mascotte, la Fondation SCP considère Judy, ou Judy la Langue, comme une personne d'intérêt en lien avec SCP-2983 désignée sous le nom de POA 386022. Sur les boîtes du produit, elle apparaît avec une langue très grande, regardant vers le haut, bras levés vers une arche de 6 guimauves différentes au-dessus d'elle. Les experts en symbologie de la Fondation SCP ont analysé en profondeur les illustrations présentes sur les boîtes de SCP-2983. Ils pensent avoir identifié un lien délibéré entre les formes des guimauves dans Chaco Wonder Explosion, les bouchées de guimauves et diverses autres anomalies liées au Dr. Wondertainment. Selon les conclusions des équipes de recherche en symbologie de la Fondation, 5 des 6 formes différentes de guimauves correspondent à différents SCP. Les guimauves en forme de poisson représenteraient le SCP-527, un humain anormal avec une tête de poisson, bien qu'il ne possède aucune autre propriété anormale. Il a cependant un tatouage qui dit « Monsieur Poisson, des petits messieurs ». Enregistré par Dr. Wondertainment, les petits messieurs semblent être un groupe lié d'anomalies humanoïdes créées par Wondertainment lui-même ou par l'entreprise. SCP-2983 contient également des guimauves en forme de croissant de lune que l'on pense être en lien avec SCP-917. Cette anomalie est un humanoïde masculin âgé souffrant d'arthrite modérée. Des parties de son visage peuvent apparaître ou disparaître selon le cycle lunaire. Tout comme le monsieur Poisson mentionné précédemment, SCP-917 possède un tatouage similaire, le désignant comme Monsieur Lune, et l'identifiant à nouveau comme un petit monsieur créé par le Dr. Wondertainment. La présence de guimauves en forme de trompette dans les céréales anormales a d'abord déconcerté les experts en symbologie de la Fondation SCP. Cela, jusqu'à ce qu'on découvre plus tard lors des tests que ces guimauves contiennent la plus forte concentration de minéraux parmi tous les autres ingrédients de SCP-2983. Ce lien, ainsi que les fréquentes associations des guimauves avec la série des petits messieurs, a amené le personnel de la Fondation à conclure que les trompettes faisaient référence à SCP-696, également connu sous le nom de Monsieur Laiton, un robot en étain brièvement vénéré par les membres de l'Église du Dieu brisé. Les guimauves en forme de crâne étaient un peu plus faciles à interpréter, car on pense qu'elles sont liées à SCP-1007, un autre humanoïde anormal du Dr. Wondertainment. Ce petit monsieur, appelé Monsieur Vie et Monsieur Mort, possède ses propres capacités anormales uniques. SCP-1007 vieillit à un rythme d'1 année par minute. Et une clé SCP-1007-1 peut être insérée dans leur dos afin de manipuler manuellement leur âge. Plusieurs des guimauves en forme de bonbons dans SCP-2983 se distinguent non seulement par leur teneur exceptionnellement élevée en sucre, ce qui en fait l'ingrédient le plus sucré des céréales, mais aussi par leur forme, qui semble faire allusion à SCP-2396. Ce membre des Little Man Misters, connu sous le nom de Mademoiselle Douceur, manifeste ses capacités anormales lorsqu'elle consomme du sucre. Tout homme se trouvant à proximité s'enfuira si elle entre en contact physique direct avec un homme adulte. Pendant cette période, sa victime tombera dans un coma diabétique, quel que soit son historique de diabète de type 1 ou de type 2, ou même en l'absence de tout antécédent. SCP-2396 est également capable de faire apparaître de petits bonbons autour de son environnement immédiat. Et si un humain en consomme, sa physiologie est complètement réécrite, le transformant en un bonbon dur.
Il existe un sixième type de guimauve dans SCP-2983 et c'est sans doute le plus étrange de tous les ingrédients anormaux de la céréale. Ce n'est pas le moins du monde parce que ces guimauves n'ont aucune forme discernable, car elles sont invisibles. Cela a compliqué pour les chercheurs l'analyse de ses propriétés ou de sa composition nutritionnelle, mais aussi pour le département de symbologie de le relier à d'autres SCP liés au Dr. Wondertainment. Le seul autre indice est que ce type de guimauve invisible est indiqué sur les boîtes de bouchées de guimauve Chaco Wonder Explosion par le contour pointillé d'un cercle, ce qui est le seul symbole correspondant aux guimauves invisibles. Certains chercheurs ont immédiatement conclu que cela était lié à une anomalie que la Fondation n'a pas encore rencontrée. Des théories circulent sur une future création du Dr. Wondertainment, encore inconnue, qui serait circulaire ou sphérique, et qu'une fois que la Fondation aurait contenu ce nouvel ajout au Little Mysters, qui n'a pas encore été dévoilé, son image apparaîtrait sur les boîtes de SCP-2983 et les marshmallows circulaires invisibles deviendraient invisibles. Cependant, par pur hasard, un chercheur fouillant dans les profondeurs des archives de la Fondation SCP à la recherche d'anomalies confirmées liées au Dr. Wondertainment est tombé sur une qui, selon lui, pourrait être liée à ces marshmallows invisibles. SCP-2287 est un humanoïde sans tête actuellement détenu dans une chambre de confinement standard. Tout comme les autres, il porte une étiquette tatouée similaire indiquant Monsieur sans tête des petits messieurs, enregistrée par Dr. Wondertainment. Le chercheur a vite compris que c'est pourquoi il y avait des guimauves invisibles dans SCP-2983. Elles étaient censées représenter la tête manquante de SCP-2287. Les propriétés anormales de SCP-2983 s'étendent au-delà de ces liens avec d'autres SCP existants. Cependant, par exemple, une grande partie des informations nutritionnelles affichées sur les boîtes de Chaco Wonder Explosion de Judy. Les bouchées de guimauve indiquent des niveaux considérablement élevés de nutriments qui ne se trouvent généralement pas dans les céréales pour petit déjeuner non anormal. Les analyses ont confirmé que les guimauves en forme de poisson contiennent beaucoup d'oméga 3, un nutriment normalement présent dans la chair de poisson. La boîte affirme aussi que la céréale est riche en vitamine B, bien qu'on la trouve plus souvent dans les produits de porc et de volaille. De la vitamine D3 a également été trouvée dans ces guimauves en forme de crâne, ainsi qu'une forte concentration de calcium. Par ailleurs, contrairement à des produits similaires non anormaux, le SCP-2983 présente un nombre de calories nettement inférieur, ainsi que de faibles teneurs en sucre, en graisse et en glucides. Ces niveaux sont si bas qu'ils contredisent fortement la valeur nutritionnelle connue de plusieurs ingrédients de la céréale listés sur la boîte, comme les œufs, le sucre, le chocolat, le sirop et la fécule de maïs. Le mode exact de modification des valeurs nutritionnelles de ces ingrédients reste inconnu, mais les chercheurs de la Fondation supposent qu'un facteur anormal lors de la production des bouchées de guimauve Chaco Wonder Explosion pourrait en être responsable. Cela ne semble pas menacer le public ni justifier les efforts de la Fondation pour collecter ces boîtes de céréales apparemment inoffensives. La mise en confinement du SCP-2983 demeure une priorité absolue pour plusieurs raisons cruciales. La Fondation ignore encore les effets à long terme sur la santé d'une consommation prolongée. Bouchée de guimauve, Chaco Wonder Explosion de Judy. D'autre part, les motivations et objectifs exacts du Dr. Wondertainment, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un individu, restent encore flous pour la Fondation. Troisièmement, concernant la volonté de la Fondation d'empêcher l'accès des consommateurs à ce produit, il chante. Lorsque les bouchées de guimauve de l'explosion merveilleuse de Chaco de Judy sont placées dans un bol contenant au moins 227 ml de lait, les guimauves déshydratées dans le SCP-2983 commencent à bouger et à émettre des vocalisations. Ces anomalies ont été observées lors des tests. Elles chantent des chansons sur l'importance de l'hygiène dentaire, les bienfaits de l'exercice régulier, la consommation d'une alimentation équilibrée et d'autres choix de mode de vie généralement considérés comme sains. Une fois leurs chansons terminées, les guimauves reviendront à leur état inerte et non animé et cesseront tout comportement anormal. Bien que SCP-2983 ne représente guère une menace, il présente un danger. Si ce produit restait disponible au public et que des personnes étaient témoins de ce phénomène, cela risquerait de révéler l'existence d'anomalies au monde entier. Si une personne, même un enfant, voit les guimauves s'animer et chanter au contact du lait, la Fondation SCP peut fouiller entièrement son domicile et saisir la marchandise de contrebande. Des amnésiques céréaliers doivent être administrés à toute personne ayant été témoin de l'activation des propriétés anormales du SCP-2983 afin d'empêcher que la connaissance d'activités anormales ne devienne courante parmi le public.
Pour observer les effets de la consommation du SCP-2983, la Fondation a réquisitionné plusieurs sujets de test en utilisant comme couverture une enquête d'études de marché. Des enfants de moins de 12 ans ont été invités à goûter des bols de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites. Ces bols ont été préparés stratégiquement avec moins de 227 ml de lait. Les retours des participants à l'étude étaient cohérents. Les enfants ont déclaré que SCP-2983 était délicieux, certains le qualifiant même de meilleure céréale jamais goûtée. Un autre test identique a été mené, mais avec des sujets adultes à la place des enfants. Le résultat, lorsque 2983 est consommé par toute personne de plus de 12 ans, est également constant, bien qu'il soit complètement différent des réactions des sujets plus jeunes à toute personne plus âgée. Il est rapporté que le SCP-2983 a un goût similaire à celui du gruau non sucré. En suivant les tendances et les incidents impliquant le SCP-2983, les chercheurs tentent de trianguler son point d'origine, sans succès. Les boîtes de bouchées de guimauve Choco Wonder Explosion sont apparues dans divers supermarchés de chaînes et tailles variées en Europe de l'Ouest. Cela se produit sans schéma discernable, apparaissant parfois déjà sur les étagères, d'autres fois dans les réserves, et dans d'autres cas livrés avec d'autres marchandises à l'arrière des camions de livraison. Cependant, les robots d'exploration du web de la Fondation SCP à la recherche de mentions du SCP-2983 ont pu découvrir une information cruciale. La céréale anormale peut également être achetée en ligne. Le Dr. Wondertainment a une boutique en ligne, mais le site est inaccessible. En utilisant la plupart des navigateurs web conventionnels, notamment Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, GX, Safari, Mozilla, Firefox et plusieurs autres navigateurs largement utilisés, il est impossible d'y accéder. Le site HTTPS Wondertainment Redacted. Plus précisément, la page produit pour SCP-2983 se trouve à l'adresse sweets.wondertainment.redacted/Choco-Wonder, la page produit correspondant au boucher de guimauve Explosion Choco Wonder de Judy. TM est sous observation de la Fondation depuis sa découverte. Les tentatives pour retrouver les créateurs du site ou tout serveur pouvant l'héberger se sont révélées vaines. Cependant, le 1er juillet 2002, un message a été publié en bas de la page web annonçant un tirage au sort pour gagner un produit inconnu du Dr. Wondertainment. L'annonce a poussé les utilisateurs à entrer un code des boîtes de SCP-2983 pour tenter leur chance. Cette activité a naturellement attiré l'attention de la Fondation SCP, et en effet, des boîtes de la céréale anormale ont commencé à apparaître avec des codes promotionnels. Chacun de ces codes était composé de 6 caractères. Cependant, ils étaient constitués principalement de symboles ésotériques et de caractères impossibles à saisir au clavier. Reconnaissables comme runes shibboleth courantes, ces symboles ne pouvaient être recréés qu'après observation directe. Cela empêchait la Fondation de déployer des bots pour saisir des combinaisons aléatoires de caractères. Ainsi, la seule façon d'accéder au concours était d'acheter autant de boîtes de SCP-2983 que possible pour tester leur code. May Waters, chercheuse principale du projet, devait cataloguer et saisir les codes des boîtes de céréales. Étant donné que la Fondation n'avait aucune idée de ce qu'était le prix Wondertainment, ni de son niveau de dangerosité, l'équipe de recherche sur SCP-2983 s'est vue attribuer une augmentation de budget de $20 000. Celle-ci a ensuite été portée à $100 000, après que de plus en plus de boîtes de SCP-2983 ont commencé à apparaître dans des magasins à travers l'Allemagne et l'Autriche. Le chercheur Waters a dû demander un budget supplémentaire de $900 000 lorsque les manifestations se sont intensifiées et que des boîtes sont apparues en France, Belgique et Italie. D'autres hausses devaient être approuvées par le Conseil O5. Cependant, les boîtes de SCP-2983 se répandaient dans presque toute l'Europe, y compris les îles britanniques, et atteignaient même l'Afrique du Nord. Cela a continué tout au long de 2002 et jusqu'en 2003, puis le 18 février de l'année suivante, un message de mise à jour a été publié sur la page du vendeur SCP-2983. Il expliquait que le siège de Dr. Wondertainment, Wonderworld, un parc à thème extradimensionnel accessible depuis Boston, avait agrandi son département de confiserie et produits consommables face à la demande croissante. Cela devait entraîner non seulement un afflux massif de Choco-Explosion merveilleuse de Judy, mais aussi 3 nouvelles gammes de céréales anormales. Délices paradisiaques, fruitées et exotiques de Judy TM, croustillant brownie au beurre de cacahuète de Judy TM et bouchée miel et Graham délicieuse de Judy TM. L'annonce promettait également des codes supplémentaires pour gagner des prix spéciaux, et si quelqu'un les trouvait tous, il remportait un super ultra méga prix. De plus en plus de céréales chantantes anormales, dont de nouvelles variantes, sont vite apparues dans le monde.
C'était une catastrophe potentielle inédite pour la Fondation. Non seulement ces produits anormaux devenaient encore plus faciles à obtenir pour les civils, mais la Fondation n'était toujours pas plus proche de savoir quels étaient les prix promis. Une réunion du Conseil O5 a eu lieu, au cours de laquelle ils ont approuvé l'allocation de 120 millions de dollars supplémentaires aux chercheurs Waters et à l'équipe SCP-2983. L'obtention des prix anormaux était considérée comme une priorité extrêmement élevée, à tel point que le SCP-2983 a été reclassé comme une anomalie de classe Keter. Après des mois de travail, de la collecte des boîtes à la saisie et au catalogage des codes inutiles, le chercheur Waters a enfin obtenu un résultat. Elle a reçu un courriel étrange d'un compte intraçable lié au Dr. Wondertainment, alors qu'elle n'avait jamais donné son adresse sur leur boutique en ligne. En l'ouvrant, elle découvrit qu'un prix était soudain apparu sur ses genoux. Cela s'est produit 4 fois après avoir entré des codes valides avec les prix suivants. Un jouet doté d'une fonction anti-mimétique, accompagné d'une note qui disait « Un jouet dont tu ne peux pas te souvenir complètement. Maintenant, tu peux en faire l'expérience comme si c'était la première fois, à chaque fois. » On pense que cet objet anormal a un certain lien avec SCP-909, un jeune homme souffrant d'une amnésie antérograde permanente qui l'empêche de se souvenir de toute information à moins qu'elle ne soit écrite. Il est l'un des petits messieurs de Wondertainment, aussi appelé Monsieur Oublieux. Le chercheur Waters a remporté le 2e prix, une boîte intitulée « Vérité ou mensonge du Dr. Wondertainment ». Détenant un nombre apparemment infini de cartes de questions-réponses, les experts de l'équipe de recherche SCP-2983 ont rapidement identifié un lien entre ces cartes et le SCP-2284, un homme dont les propriétés anormales obligent toute personne autour de lui à croire n'importe quelle affirmation qu'il fait. Comme dans les exemples précédents, le SCP-2284 fait également partie de la série des petits messieurs, connus sous le nom de Monsieur Mensonge. Le chercheur Waters a reçu un prix et une pomme de terre en plastique qui chauffaient au contact de la peau. Cependant, l'objet semblait incapable de provoquer des brûlures, même en atteignant une température qui causerait normalement de graves dommages. Il y avait une note qui semblait relier ce prix non seulement à un autre petit monsieur, mais aussi à un groupe d'intérêt anormal complètement différent. Les chercheurs étaient déjà au courant de SCP-644, également connu sous le nom de Monsieur Shaw, un autre humanoïde anormal capable de déterminer si une personne a des enfants biologiques et de détecter les souhaits des enfants. On supposait que cette patate chaude était une référence délibérée à SCP-644. Cependant, la note jointe disait « Juste au moment où vous pensez que cette patate s'est calmée, cette pomme de terre vapeur et féculente va vous surprendre. » En n'étant pas encore cool, la fin de la note fait une référence très claire au collectif artistique anormal « Sommes-nous cool maintenant ?» Fait intéressant, Aussie était responsable de la création de SCP-2635, une pomme de terre rouge non cuite qui peut tuer la moitié des membres d'une organisation, si elle reste en leur possession pendant une année entière. Toute personne possédant SCP-2635 pendant plus d'1 an mourra également, d'où son surnom de « pomme de terre chaude ». Le 4e prix, les mâchoires frissonnantes de Chuck Chatter, était un lot de dents mécaniques capable de manger toute nourriture jouet dans son emballage. Cela semblait être une référence directe à un autre petit monsieur, Monsieur Affamé, ou SCP-913 pour la Fondation. SCP-913 possède une condition anormale qui le fait entrer dans un état de transe et manger tout ce qu'il voit. Sauf si on lui donne l'apport calorique humain moyen toutes les 2 heures. Après avoir collecté les 4 prix spéciaux mentionnés dans l'annonce sur la page produit de SCP-2983, la chercheuse Waters a reçu un autre email confirmant qu'elle recevrait le prix Super Ultra Méga promis dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables après réception de cet email. La chercheuse Waters s'est laissée confiner dans une chambre de confinement humanoïde standard et a demandé au personnel de la traiter comme une humanoïde anormale. Avant l'arrivée du prix, il s'agissait d'un récipient cylindrique enveloppé de papier cadeau violet et jaune. Il n'y avait aucune propriété mémétique, antimimétique ou cognito-hasardieuse, en fait, rien d'anormal concernant l'objet. En l'ouvrant à l'intérieur, le chercheur Waters découvrit une affiche représentant le groupe de performance musicale anormale Les Petits Messieurs, avec un message au dos écrit au marqueur indélébile avant que l'affiche ne puisse être neutralisée. Le chercheur Waters, jugé sans danger, a obtenu l'autorisation de garder l'objet et de l'accrocher dans son bureau. À ce jour, il n'y a eu aucune autre distribution de prix liée au SCP-2983. Écrit au dos de l'affiche se trouvait le message suivant. « Puisse l'espace au dos de cette affiche ne pas être assez grand pour te dire à quel point tu comptes pour moi. Je ne t'ai jamais rencontré, mais j'ai l'impression que nous nous connaissons d'une façon cosmique.
Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse acheter autant de céréales. Mais ta fidélité à la marque a été tout simplement spectaculaire. Je conclus donc que tu es un philanthrope conscient de la détresse des catalyseurs de bonbons. Et que tu dépenses beaucoup pour nous sortir de l'ornière où nous sommes depuis des décennies. Je suis désolé si un simple poster te paraît insignifiant, un cadeau de moi à toi comme je l'imagine, mais je t'assure que tes contributions ont été plus que remarquées. May Waters, deuxième fondatrice du département des douceurs et consommables. Cherche ton nom sur certains produits à venir et j'espère te rencontrer en personne un jour. Le message était signé par Judy Lalangue, la mascotte présente sur les boîtes de SCP 2983. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP 5073 Chocolat chaud explosif.